Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Vous savez, la télé, c'est génial, surtout quand on a la chance d'avoir du succès, comme on l'a dans nos émissions. Mais moi, je parle qu'il y a des caméras. Voilà. Et au moins, en vous voyant, j'ai l'impression qu'il y a des êtres humains qui regardent un peu ces émissions, parce que bien évidemment, vous regardez tous ce magazine de la santé. Quand on ne travaille pas. Alors, j'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance. Vous avez vu l'ambiance, là, hein, les publics, là, ça fait 3 ans qu'on tourne, hein, je vais vous le redire, mais vous avez vu l'ambiance qu'il y avait une bonne ambiance, bien meilleure qu'ici. Alors, je vais reposer la question. Vous regardez le magazine de la santé ? Oui. Ben voilà, mais pourquoi vous êtes timide ? Pourquoi vous êtes timide comme ça, cette émission que je présente donc avec Marina Carambeu et Marina Carrère-Dancos et une autre, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Vous voyez aussi, non ? Ouais. Ah, moins. C'est marrant, pourtant il y a plus de téléspectateurs sur celle-là que sur le magazine. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être à cause d'Adriana, j'ai bien compris. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir que vous avez rempli cette salle et on a commencé un tour de France de ces, ce qu'on va appeler les conférences, mais vous allez voir qu'on est loin de la conférence classique derrière un pupitre à faire chier tout le monde. Vous allez voir, on a commencé il y a 3 ans et c'est hallucinant le succès de ces conférences. On refusait du monde à chaque fois, c'est pour ça que maintenant on fait ça sur réservation, pour pas qu'il y ait des meutes dehors et que je ne sois pas obligé de faire comme à Bordeaux, aller voir les gens en disant excusez-moi, machin, parce qu'à Saint-Étienne c'est arrivé et il a fallu que je rentre tout de suite dans la salle avec des vigiles tellement les gens qui rentraient pas m'en voulaient. Donc voilà, vous êtes très nombreux et ce Tour de France, eh bien, on le fait grâce aux villes qui nous accueillent. C'est le cas de Caen ce soir et je vais tout de suite demander à Joël Bruno, votre maire, de bien vouloir me rejoindre. Monsieur le maire, que je remercie de nous accueillir et de nous accompagner ce soir. Ne me remerciez pas, c'est normal. Visiblement, il y a plein de gens qui ont des troubles du sommeil, donc ce qui explique le succès que vous avez. Je remarque que vous prenez toujours des sujets mobilisateurs. Oui, parce que j'ai peur de ne pas faire le plein, c'est un peu normal. Hein. Vous avez raison. Ils viennent pas pour moi en même temps, hein. Vous savez, ils sont... Moi aussi, hein. Je crois que si, je crois que si. D'ailleurs, en arrivant, je me faisais la réflexion, je me disais, tiens, il y a un concert avec une rockstar. Non, c'était vous. Vous savez, on a fait une salle à Roanne sur le bien-être au travail. Il y avait 2400 personnes dans la salle. On avait pris une salle très grande. Et vous parlez de rockstar, j'ai fait plus que Patrick Bruel le lendemain. Ah, bravo. Bon, en tout cas, bienvenue. Hein. Voilà, je vais vous écouter attentivement. Bon, je suis pas sûr d'être le... Moi, mon problème, c'est plutôt, si je ne suis pas en activité, d'éviter de m'endormir. Parce que sinon, pour le reste, j'ai un excellent sommeil. Sauf quand, en ce moment, par exemple, j'ai plusieurs de mes adjoints qui savent bien à quoi je fais allusion. Sauf quand je me réveille en additionnant ou en retranchant plutôt. Vous savez, l'équilibre budgétaire dans les collectivités locales, en ce moment, ça peut parfois empêcher de dormir. Et vous les réveillez à 4h du matin pour ça ? Oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé récemment. Mais ça va, je m'en suis remis. Okay. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, bonne conférence et bienvenue à Caen. Et merci beaucoup de nous accueillir. Alors, vous le voyez sur les côtés, j'espère que personne n'a payé son billet. Parce que normalement, c'est gratuit. Donc, si quelqu'un vous a fait payer, il faut nous le dire tout de suite. Et que pour que toutes ces conférences, bien sûr, soient gratuites, qu'on puisse vous inviter, qu'on puisse organiser, vous avez vu, hein, c'est quand même, tout ça, c'est une sacrée organisation. Nous avons un partenaire, Harmonie Mutuelle, qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs conférences et qui est un fidèle partenaire. Je demande à Virginie Malnois, qui est directrice générale adjointe d'Harmonie Mutuelle pour la région Bretagne-Normandie, de venir me rejoindre. Et on l'applaudit parce que sans elle, on ne serait pas là. Alors, comme j'aime bien moi, les compliments, qu'est-ce qui vous a pris de vous associer à nous comme ça ?
Mais écoutez, plusieurs raisons. La première, c'est que Harmonie, avec son statut d'acteur de santé et de première mutuelle de France, eh bien, voulait s'associer à un professionnel de santé connu et reconnu. Et tout le monde sait que vous êtes le docteur préféré de tous les Français. Et puis, je commence par des compliments également. C'est bien. Et puis également, on a très envie, ça nous tient à cœur au sein d'Harmonie, de pouvoir démocratiser en fait l'accès à l'information et aux messages de prévention. Et puis des conférences comme ce soir, eh bien, c'est exactement le bon format. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous organisez un Tour de France. Et au sein d'Harmonie, la proximité, c'est une valeur très importante. Donc nous sommes contents que vous veniez en territoire. Alors ce qui est étonnant pour une complémentaire santé, dont on se dit que le cœur de métier, c'est de rembourser les frais médicaux, que vous vous intéressiez à la prévention. Alors c'est absolument pas étonnant parce que Harmonie est plus qu'une complémentaire santé. On veut être un acteur global de santé. Et en ce titre, on a une responsabilité sociale vis-à-vis de nos 4 500 000 adhérents. On veut les aider en fait à prendre leur santé en main. Et finalement, si on n'est pas tous avec le même capital santé, en revanche, nos comportements ont un impact essentiel sur notre état de santé et sur notre état de bien-être. Et donc on veut aider nos adhérents à prendre conscience de cela, et c'est pour ça que la prévention est un axe stratégique pour Harmonie. Et vous voulez les aider à bien dormir aussi? Parce qu'on va parler du sommeil là. Oui, mais le sommeil c'est un élément essentiel de la santé, on ne peut pas vivre sans dormir. On sait aussi que c'est un sujet qui préoccupe finalement toutes les générations, depuis le nourrisson qui parfois a un petit peu du mal à dormir la nuit, jusqu'à la personne en fin de vie, en passant par l'adolescent qui a un peu du mal à aller se coucher. Donc, et nous, au sein d'Harmonie, on veut accompagner les adhérents tout au long de leur vie. Donc on a différents programmes de prévention, comme la santé de votre enfant, ou la santé gagne l'entreprise, ou encore Demain s'invente aujourd'hui. Et donc on est content, en fait, en parlant de sommeil, de pouvoir avoir un sujet transverse à toutes ces générations qui nous réunit tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci également à vous, et bonne conférence à tout le monde, et place aux experts. Merci beaucoup de nous accompagner une nouvelle fois. Alors, on va parler effectivement d'un sujet qui doit vous intéresser puisque vous êtes là. Mais de toute façon, c'est un sujet qui intéresse tout le monde parce que ça, au moins, c'est pas segmentant. Nous dormons tous, nous avons tous besoin de dormir. On passe le tiers de notre vie à dormir, ce qui est beaucoup. Et vous voyez qu'il y en a un quart, entre 25 et 45 ans, qui ne se sentent pas reposés au réveil. 22% des Français sont insomniaques. Bien évidemment, on va définir un petit peu tout ça ce soir. La durée du sommeil moyenne des Français, c'est à peu près 7 heures en semaine et un peu moins de 8 heures le week-end. On va, pendant cette conférence, il va y avoir plusieurs parties. On va vous expliquer quand même le sommeil physiologique, comment on dort, pourquoi on dort et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien dormir. On va aussi vous expliquer les petits troubles du sommeil et puis on parlera de l'insomnie, en sachant que s'il y a bien une chose qui n'est pas facile à définir, quand on a mal quelque part, on dit « j'ai mal là ». Voilà, on sait si on a un peu mal, beaucoup mal ou pas, et en tout cas on arrive à désigner à peu près l'endroit où on a mal. Si on vous demande si vous dormez bien, c'est déjà un petit peu plus difficile. On sait si on a du mal à s'endormir, on sait si on se réveille au milieu de la nuit, on sait si on se réveille le matin un peu trop tôt, mais savoir exactement quelle est la qualité du sommeil quand on dort, c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, il y a Francis Blanche qui disait je ne peux rien dire sur mon sommeil, à chaque fois que j'essaye de l'observer, je m'endors. Voilà. Et effectivement, il vaut mieux que quelqu'un vous observe plutôt que de s'observer soi-même. Alors, ce soir, pour parler du sommeil, je vais demander à mes 3 experts de venir me rejoindre, le docteur Françoise Bertrand, docteur Géraldine Roche et le docteur Jean-Noël Prévost qui vont me rejoindre ici sur la scène parce que ce sont eux les experts, ce sont eux qui savent. Vous vous mettez où vous le souhaitez. En général, j'aime bien avoir les femmes près de moi et l'homme un peu plus loin. Voilà, si ça ne vous dérange pas, monsieur Prévost. Alors, docteur Françoise Bertrand, neurologue responsable responsable de l'unité d'exploration et de traitement des troubles du sommeil au centre hospitalier universitaire de Caen. Géraldine Roche à mes côtés, qui est chercheur à l'INSERM, à l'unité 1077. C'est un truc qui m'a toujours éclaté, ça, faut toujours donner le numéro de l'unité. Voilà, c'est un truc. Prenez celui-là parce qu'elle en aura besoin du sien. Voilà. Bah oui, et puis en plus, pour complexifier les choses, ça change tous les 5 ans, mais voilà. Tous les 5 ans, vous changez de numéro ? Oui, tous les 10 ans, peut-être. Ça apporte un petit peu de c'est pour faire travailler la mémoire. d'excitation.
dans la vie. Et docteur Jean-Noël Prévost, qui est pneumologue, médecin du sommeil, dans la même unité du sommeil au CHU de Caen. J'ai juste omis de vous préciser que nous avions aussi des partenaires médias, vous avez dû les voir passer, puisque Ouest France nous a beaucoup relayé, a même relayé le fait que c'est complet depuis 3 ans. Et puis, enfin un peu moins, et France Bleu, notre partenaire aussi, qui a relayé beaucoup cette conférence sur laquelle d'ailleurs j'ai été interviewé cet après-midi. Alors, on va essayer de commenter un petit peu dans une première partie. La deuxième partie, ce sera vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions à nos experts. On va peut-être pour commencer essayer de définir ce qu'est le sommeil. Tiens, on va peut-être regarder une vidéo, hein, le mécanisme du sommeil, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Que se passe-t-il dans notre corps pendant notre sommeil? Lorsqu'on s'endort, nous entrons dans la phase de sommeil léger. La plupart de nos muscles se détendent, la respiration est bien sûr maintenue grâce aux muscles du diaphragme, en rose. Il fait fonctionner les poumons, en marron. Le cœur bat toujours régulièrement, mais plus doucement que lorsque nous sommes réveillés. Les vaisseaux superficiels se dilatent et la température du corps diminue. Elle passe de 37,5 à 36,5. Nous passons ensuite à la phase du sommeil profond. L'hypothalamus ordonne à la thyroïde de produire des hormones de croissance. La croissance des enfants se fait donc la nuit, et chez les adultes, ces hormones servent à réparer les cellules abîmées. Le cerveau ordonne aussi aux intestins de produire la gréline et la leptine, les billes jaunes et vertes que vous voyez. Ce sont les substances qui régulent notre appétit. Le foie, le cerveau et les muscles font des réserves de sucre, et dans le sang, le taux de glucides, lipides et protéines augmente. La phase de sommeil paradoxal vient après ce sommeil profond récupérateur. Le cerveau va beaucoup travailler. C'est le moment où il fixe nos souvenirs, ce que l'on a appris la veille. C'est aussi la phase des rêves. On extrait alors de notre mémoire des images, des sons qui sont agencés en rêve. Cette activité reste virtuelle, bien sûr, car nos muscles ne reçoivent aucun ordre du cerveau. Seuls les muscles des yeux continuent de fonctionner, ainsi que ceux de l'oreille interne. Vous voyez ici le tympan, les osselets et la cochlée en pleine activité. Un cycle de sommeil s'achève avec la fin du sommeil paradoxal. Le cerveau reprend le contrôle des membres. On bouge souvent au début de cette phase. On se retourne dans notre lit. Il s'agit en fait de micro-éveils dont on ne se souviendra pas. Et nous repartons dans un nouveau cycle de sommeil. Chaque nuit, 3 à 5 cycles de 90 minutes se succèdent. Voilà, ça c'est la base du sommeil. On va bien sûr revenir sur un certain nombre de ces notions. D'abord une question, pourquoi on est réglé pour dormir la nuit et pas le jour? J'ai plein de questions débiles comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est pas la plus facile. Non. Bah non, je commence dur comme ça. C'est vrai qu'on est des animaux diurnes en fait. On a dans notre système nerveux central une horloge qui est située dans des noyaux qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques et qui fonctionne en fait en fonction de l'alternance du jour et de la nuit. Et en fait, elle est très sensible à la lumière et à la nuit. Et quand la nuit tombe, on va sécréter un certain nombre de substances, et notamment une substance qu'on appelle la mélatonine, qui va nous aider à nous endormir. Voilà, donc c'est le principe, la physiologie de l'endormissement, ça passe aussi par cette horloge interne qui nous permet de nous adapter à notre environnement et d'être actifs le jour et endormis la nuit. Et on sait pourquoi ça a commencé comme ça dans la préhistoire? Vous avez rencontré quelqu'un de cette époque-là qui a pu vous dire que c'était plus pratique? Non? C'est probablement aussi prédestiné en fait pour qu'on puisse se défendre et pouvoir vivre normalement, se défendre contre les agressions. Je suppose que ça a un lien aussi avec la survie et le fait de se protéger des animaux dangereux, par exemple. C'est la mélatonine qui est la plus importante. On en parle beaucoup de la mélatonine parce que on a même des médicaments pour lutter contre le jet lag, le décalage horaire quand vous changez de fuseau horaire. Et on prend des gélules à base de mélatonine. Donc c'est cette mélatonine qui est vraiment au centre de tout ce cycle veille-sommeil. C'est un des facteurs importants, mais il y en a plein d'autres. Mais celui-ci, effectivement, est très important et on peut
on peut l'utiliser en prenant en plus de celle qu'on fabrique naturellement la nuit. Donc on verra si ça a un intérêt ou pas. Alors, dormir, on l'a vu et on l'a entendu un petit peu dans les commentaires, c'est important physiologiquement parce que vous avez entendu la croissance, etc. Mais regardez ce que permet le sommeil et pourquoi on dort. Bien évidemment, la récupération, la protection immunitaire, qu'est-ce qui fait? Si on dort mal, on est plus sensible aux infections? Alors en fait, il y a des arguments qui viennent étayer cette hypothèse, qui sont que chez l'animal, quand on fait des privations de sommeil sur des périodes très très longues, au final, l'animal va mourir. Donc ça va être des privations sur, on va dire, 3 semaines, 1 mois. L'animal finit par mourir parce qu'il développe des pathologies, donc il devient plus sensible à plein d'infections. Et puis ce qu'on sait aussi maintenant, il y a de plus en plus d'études là-dessus, c'est que quand on compare le sommeil, enfin l'espérance de vie de travailleurs de nuit qui ont la même charge de travail, le même poste que les travailleurs de jour, les travailleurs de nuit ont une espérance de vie qui est très réduite, enfin à peu près 15 ans, ça a été montré chez les infirmières, 15 ans d'espérance de vie de moins pour le travailleur de nuit, parce que le sommeil qu'on va avoir la journée n'est pas aussi récupérateur que le sommeil de nuit, qu'on ne va pas synthétiser et sécréter de la même manière les hormones, et donc on va être plus vulnérable à plein d'infections. Et donc c'est pour ça que maintenant, dans certains pays, notamment les pays scandinaves, le travail de nuit est considéré comme un facteur de pénibilité pour la retraite, etc., le calcul des points, voilà, parce qu'on a plus de risques de développer des pathologies. Ouais. Et toujours sur la partie système immunitaire, est-ce qu'on sait si, sans aller jusqu'à la privation de sommeil qui peut entraîner la mort, est-ce qu'on sait si les gens qui sont insomniaques, on va en reparler bien évidemment tout à l'heure, mais en tout cas les gens qui ne récupèrent pas assez, qui n'ont pas un bon sommeil, est-ce que ces gens-là sont plus sujets à infections, rhume, bronchite, j'en sais rien, peut-être le pneumologue pourrait... Infection non, mais par contre les travailleurs de nuit, on commence à dire que s'ils ont une surexposition à un risque de cancer, c'est bien documenté pour un certain nombre de cancers. Et donc ça commence à être bien documenté. Des gens qui ont fait toute leur carrière de nuit, probablement par le biais de la protection immunitaire qui est plus basse. Mais là, on parle bien de gens qui, pendant des années, voire des décennies, ont complètement modifié leur sommeil. On n'a pas de données. On n'a pas de données sur l'insomniaque chronique qui aurait un surrisque de cancer, par exemple. C'est étonnant quand même. Vu le nombre d'insomniaques dans le monde, on n'a Oui, pas... tout à fait. Et puis pour compléter ce que tu dis, Jean-Noël, il y a aussi des études un peu plus récentes qui montrent qu'il y aurait un lien entre l'insomnie et le développement des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Et là, vous parlez de l'insomnie, non pas des travailleurs de nuit. Non, l'insomnie, oui. Donc les gens qui sont là, qui sont insomniaques, qui sont en train de flipper. C'est une hypothèse. Mais c'est quelque chose qu'on teste, nous, qui nous intéresse. Voilà, c'est une piste intéressante à creuser, ouais. Mais Ouais, c'est intéressant. Ouais. Vous êtes insomniaque ? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi, je dors comme un bébé, là. Ce qui ne m'empêchera peut-être pas d'avoir des problèmes du cerveau, mais moi, j'ai 0 problème. Mais si vous voulez qu'on parle de moi, on pourra, parce que je suis vraiment un très très bon client. Moi, je m'endors n'importe où et n'importe quand. Même à la télé parfois quand ça ne m'intéresse pas. La régulation de l'appétit, on l'a vu dans la vidéo. La récupération intellectuelle, mémoire, apprentissage, on va en parler tout à l'heure, parce que je sais que c'est votre dada. Le renouvellement des cellules et des tissus, et puis la résistance au stress et à l'anxiété, évacuer les tensions. Alors là, on va en reparler tout à l'heure aussi, il y a un véritable cercle vicieux, hein. Le stress, je ne m'endors pas, je suis stressé à l'idée de ne pas m'endormir, puis je finis par ne pas m'endormir parce que j'y pense trop en me demandant si je vais bien dormir. Ça permet, quand on dort bien, donc, de résister au stress quotidien ? Oui, ça permet de mieux résister, oui. C'est vrai qu'on voit quand même très souvent les patients qui dorment mal nous parler de leur anxiété, de leur irritabilité, éventuellement même de petits syndromes dépressifs qui seraient en lien avec ce manque de sommeil ou ce sommeil de mauvaise qualité. Donc oui, il y a un lien direct évident. Alors comment on sait qu'on a bien dormi ? Je disais tout à l'heure en plaisantant, je citais Francis Blanche, mais regardez... les signes d'un sommeil de qualité, vous allez peut-être pouvoir nous commenter. Vous n'avez pas bien écouté votre grand-mère, parce que si vous aviez écouté votre grand-mère, elle vous aurait sûrement dit qu'il faut se réveiller frais et dispo. Donc ma grand-mère, moi, elle me disait ça, et se réveiller frais et dispo, ça dit bien ce que ça veut dire. Se réveiller frais, ça veut dire reposer de la journée qui a précédé. Donc on a bien récupéré, nanani, nanana.
et dispo, prêt à attaquer la journée suivante. Donc le baromètre, c'est ça, c'est se réveiller frais et dispo, c'est le signe indirect d'une bonne qualité de sommeil. Mais quand vous êtes réveillé par un réveil, c'est moins frais et dispo que si vous vous réveillez spontanément. Ça dépend, il y a des gens qui se réveillent par le réveil. Alors c'est vrai que quand on se réveille en phase de sommeil paradoxal, on n'aime pas trop, mais bon, très souvent, les gens mettent un réveil par sécurité. Mais en réalité, ils ont déjà commencé à se réveiller avant et ils sont finalement en bonne forme. Sauf dettes de sommeil dues à des contraintes sociales, bien sûr. Vous connaissez pas bien ma grand-mère parce qu'elle m'a jamais parlé de ça. Alors, on va parler de cette fameuse horloge biologique. Hein, vous allez voir sur un schéma. Voilà. Alors bon, il y a des choses qui sont peut-être un peu complexes. On va pas tout détailler, mais vous savez que l'organisme, le corps, suit un véritable cycle. On suit une horloge biologique. On a évoqué tout à l'heure les sécrétions d'un certain nombre d'hormones, de mélatonine, la sécrétion, par exemple, de cortisol, qui est la cortisone naturelle. Et vous voyez qu'on est très très bien réglé normalement avec la baisse de température du corps. On va en parler tout à l'heure parce que ça fait partie ça des petits trucs qui permettent de s'endormir. Les gens font des erreurs avec ça, vous allez voir tout à l'heure. On va en parler, je suis sûr que vous allez vous reconnaître. D'accord avec cette horloge biologique, des choses plus importantes que d'autres à souligner. On a le corps chaud à 19h. Oui, c'est le meilleur moment oui. pour aller faire du sport. Voilà. Ouais. Pas plus tard. Non, bah non, moi 19h, moi toujours. Alors, on va revenir, peut-être aussi, il y a cette horloge biologique, on va revenir sur quelque chose qui est assez compliqué finalement, les cycles du sommeil, qu'on a évoqué aussi dans la vidéo. Vous le voyez, il y a 3 à 5 cycles de sommeil, vous voyez la durée. Entre chaque cycle, un micro-éveil est possible. Et bien évidemment, c'est les premières heures de sommeil qui sont les plus importantes. Et puis, c'est surtout celles où vous savez très bien que si vous vous endormez à 23h, qu'on vous réveille à 23h30 pour vous rendormir, là, c'est pas facile. Et c'est dû à quoi, ça ? On interrompt le sommeil dans la phase du sommeil lent très profond, celui qu'on fait en début de nuit, celui qui est le plus réparateur, en fait, schématiquement parlant. Et si on interrompt ce cycle-là, redémarrer un cycle, ça peut être très difficile. Ceci dit, on dit souvent que c'est les heures les plus importantes, mais Géraldine vous dira aussi que en fait, c'est la succession des cycles et des différentes stades de sommeil qui est important. Ils sont tous très importants. Ils sont différents, mais ils sont tous très importants. On a vu le mot micro-éveil. Il y a pas mal de gens, enfin je pense, vous allez peut-être me contredire, mais qui viennent vous voir en disant je dors mal, ou qui vont voir leur médecin en disant je dors mal, j'arrête pas de me souvenir que je me suis réveillé dans la nuit. Ces micro-éveils, ils sont physiologiques, c'est-à-dire normaux, même si on sait, et on s'est rendu compte qu'on s'était réveillé pas longtemps. Est-ce que c'est un signe de mauvais sommeil ou est-ce que cette prise de conscience de ce micro-éveil est quelque chose de normal ? Si ça arrive à la fin d'un cycle et avant le cycle suivant, c'est normal. Ça, on ne peut pas le savoir, hein, c'est pas marqué. Voilà, ouais. En fait, ça ne doit pas se produire plus de 3, 4, 5 fois par nuit. Si c'est plus que ça veut dire que ça interrompt un cycle de sommeil. Et là, pour le coup, effectivement, c'est pas non plus dramatique si le rendormissement est rapide. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est là que finalement, quand on en prend conscience qu'on s'est réveillé, c'est qu'on est déjà resté éveillé un petit moment. Parce que si on est resté éveillé que quelques secondes... Ça veut dire que le micro-éveil doit être inconscient ? Le micro-éveil est inconscient, oui. Il faut qu'il soit suffisamment long de quelques minutes pour qu'on puisse réellement... Ah bah c'est pas un micro-éveil alors. Voilà, c'est plus un macro-éveil. Mais c'est ce que les gens décrivent, ce ne sont pas des micro-éveils. Les micro-éveils, comme nous on l'entend, c'est des micro-éveils de quelques secondes qu'on voit quand on enregistre le sommeil, mais qui en fait ne sont pas du tout perçus par les personnes. En fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque cycle de sommeil, il y a souvent des éveils de courte durée, parce que normalement, un micro-éveil, c'est 3 à 15 secondes, donc là, c'est un petit peu plus que ça. C'est des éveils de courte durée, de l'ordre d'une minute, 2 minutes, et qui sont complètement non perçus par le patient. Par contre, quand on prend de l'âge, le sommeil devient plus léger, plus fragmenté, notamment fin de nuit. Ça, c'est physiologique, c'est normal, il faut le dire aux personnes. Et notamment fin de nuit, on va avoir un sommeil donc plus léger, plus fragmenté, avec des éveils plus longs, plus fréquents, et surtout dont on se souvient.
Et le problème, c'est que surtout en fin de nuit, si on s'est réveillé 3 fois 10 minutes, c'est pas dramatique en soi, eh ben, on a l'impression d'avoir passé quasiment une nuit blanche ou de ne pas avoir dormi du tout. Donc en d'autres termes, on n'est pas frais ni dispo. Sans compter les éveils dus au fait qu'on a envie d'aller pisser en même temps, parce que ça hein. Mais on parlait tout à l'heure de notre passé d'homme de Cro-Magnon, mais il faut savoir qu'en fait, les micro-éveils qu'on fait après le sommeil paradoxal, c'est un peu un vestige de ce passé-là. Parce qu'après le sommeil paradoxal, on sait bien que le sommeil, c'est une période où on est vulnérable. Quand on était dans notre caverne, on était potentiellement une cible pour des prédateurs. Et en fait, ce micro-éveil, c'était aussi un moyen que les animaux conservent d'ailleurs, de vérifier que l'environnement autour de nous est sûr et qu'on peut se rendormir et faire un nouveau cycle de sommeil, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas agressé au moment où on va se rendormir. Non, ça ne veut pas dire ça, non. Mais au moins, on sait qu'à très court terme, on peut se rendormir. C'est sans doute pour ça que l'homme de Cro-Magnon avait un système de quart et probablement que certains dormaient alors que d'autres surveillaient leurs copains. Hein. Et qu'eux ont eu une espérance de vie remarquablement basse parce qu'ils travaillaient la nuit. Enfin non, mais c'est un système de quart, donc ils travaillaient par quart, pas toutes les nuits quand même. Qui font des gardes la nuit. Mais bon, on pourra interroger notre collègue Colette Cook, qui est la plus ancienne d'entre nous, si elle se souvient de cette époque, mais bon. D'accord. Elle va être contente. Alors, on va parler du temps de sommeil maintenant, parce que vous connaissez bien cette expression, il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Regardez un peu le temps de sommeil des Français, 63% d'entre nous dormons entre 7 et 8 heures par 24 heures, 31% entre 2 et 6 heures, et 6% glandes. Alors, c'est pas beaucoup entre 2 et 6 heures. Alors est-ce que d'abord, génétiquement, il y a vraiment des gens qui sont des petits dormeurs et vraiment des gens qui sont des gros dormeurs? Vous avez fait des recherches là-dessus, non? Moi, non. Non. Mais je sais qu'il y a des recherches là-dessus et qu'il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la détermination de la durée de sommeil. Il y a d'autres gènes qui sont impliqués dans la résistance à la privation de sommeil. Et donc, on n'est pas du tout égaux les uns et les autres face à cette situation. Et donc, il y a des gens qui vont dormir 5 heures par nuit et qui vont se sentir très bien. Moi, si je dors 5 heures par nuit, je vais sentir que voilà, j'ai pas la quantité de sommeil suffisante. Vous dormez combien de temps? 7. Ouais, comme 63% entre 7 et 8, je pense. Ouais. Entre 7 et 8 heures, ouais. Hein. Donc vous êtes dans la majorité. Et vous, dormez combien de temps? Oui, pareil. Moi, c'est pareil. Vous aussi? Moi je suis un long dormeur. Moi, pour être vraiment bien, pas grincheux, 15 heures. Il me faut 8h30. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un petit peu grincheux. Ouais, tu devrais dormir plus Vous allez vous longtemps. coucher bientôt. Si vous pouvez tenir jusqu'à 22h, ça m'arrange. Et en plus je suis plutôt couche-tôt, donc à 22h ça commence à être l'extinction des feux pour moi. Je sens que ça vous fait plaisir d'être là. La génétique, donc on est programmé génétiquement pour être petit ou grand dormeur. Est-ce que c'est lié aussi à ces gènes que nos parents nous ont transmis? Autrement dit, est-ce qu'on regarde derrière nous et on sait si on sera un grand ou un petit dormeur? Alors, c'est pas si simple que ça, mais parce qu'il y a plusieurs gènes qui déterminent le besoin de sommeil. De même qu'il y a des gènes qui déterminent le fait d'être couche-tôt ou couche-tard. C'est vrai qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Mais après, dans une famille, il y a souvent effectivement des ressemblances. Mais c'est assez complexe finalement. En tout cas, quand on a besoin de beaucoup dormir, il faut respecter son besoin de sommeil, sinon ça ne va pas. Il faut tordre le cou à l'opinion, il faut dormir 8 heures. C'est pas aussi simple que ça. Donc il faut respecter son rythme. Il faut dormir à son rythme. Et on entend des patients qui disent mais je dors pas 8 heures donc c'est pas normal. Ça c'est pas vrai. On va en parler. Vous connaissez le Margaret Thatcher? Il y a un gène. Vous connaissez le gène Thatcher? Vous avez eu les fiches, d'accord. Vous avez pompé. En fait, moi je vais vous le dire. Les scientifiques allemands ont identifié un gène qui contrôle notre temps de sommeil, ce qui expliquerait qu'il y en a qui sont fatigués et d'autres non en fonction du temps. Et pour l'anecdote, le cas de Margaret Thatcher, qui ne dormait que 4 heures par nuit, et a inspiré ces chercheurs puisqu'ils ont baptisé ce gène qui était la BCC9S en gène Thatcher. Il y a un gène du nuit très courte. Ouais, moi, je pense qu'il y en a probablement plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Mais oui, en tout cas, c'en est un. Ouais. Donc elle dormait 4 heures par nuit, elle n'avait pas besoin de récupérer... Mais après, on ne l'a pas enregistré. C'est dommage. Après, on n'a pas enregistré Margaret Thatcher. Et puis, après, le baromètre, c'est ce qu'elle faisait dans la journée. Est-ce qu'elle a fait toujours des trucs bien
Oui, bon, ça c'est un autre problème. Un autre exemple de petit dormeur, c'était Winston Churchill, qui était aussi un bipolaire, d'après ce que je sais. Et quand il était en phase maniaque, il pouvait très bien dormir que 3 heures. Alors, 31% des Français dorment entre 2 heures. Je ne savais pas qu'il y avait autant de maniaques en France, que 2 heures de sommeil, c'est pas beaucoup. C'est pas quand beaucoup, même. ouais. C'est Jacques Attali, je crois, qui disait qu'il dormait 3 ou 4 heures. Alors Kennedy, beaucoup d'hommes politiques sont des petits dormeurs, parce que pour tenir ce rythme de fou, il faut quand même être petit dormeur à la base. Ils sont hyperactifs. Alors Kennedy, c'était sûrement pas un bon cas, parce que il se shootait aux amphétamines, à toutes sortes de trucs pour tenir le coup aussi. Hein. Ouais. D'accord. Bonjour le secret médical. Alors, c'est dans le domaine public. Alors les besoins de sommeil, on a évoqué le fait que voilà, il y en a qui avaient besoin de beaucoup de sommeil à l'âge adulte et d'autres moins. Vous avez évoqué tout à l'heure, docteur Prévost, le fait que plus on prenait de l'âge et moins on avait besoin de dormir. C'est dû à quoi finalement? C'est pas tout à fait ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on avait moins besoin de dormir quand on prenait de l'âge. Finalement, la durée de sommeil à l'âge adulte, quand on a 30 ans, 40 ans, elle est à peu près la même que quand on a 80, 85 ans. Sauf qu'on va dormir moins longtemps la nuit, on va avoir un sommeil plus léger, on va avoir une répartition différente des différents stades de sommeil, et on va voir réapparaître les siestes en journée, etc., etc. Ce qui fait que sur 24 heures, la durée globale de sommeil va être la même. Par contre, sa qualité ne va pas être la même. Ça va être un sommeil plus léger. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous en prie. Il y a de bonne ambiance, non? Et encore, vous n'avez rien vu. Ouais. J'adore. Mon cher ami Prévost, on parle des besoins de sommeil. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de l'heure d'endormissement. Vous avez dit que vous étiez un couche-tôt. Il y en a qui sont des couche-tard. Alors, pour parler simplement, on parle parfois du train qui passe. Oui. Et il faut monter dans le train au moment où il passe, parce que là, vous êtes sûr de vous endormir correctement, de ne pas être obligé d'attendre le passage du prochain train. On a tous, et c'est la même, on a tous une heure à peu près à laquelle le train passe toute sa vie. Pas toute sa vie, puisque le train passe, il varie en fonction de l'âge, mais chez l'adolescent, le train passe plus tard. Donc ça, c'est une affaire de régulation de l'horloge circadienne. Donc elle est programmée chez la plupart d'entre nous pour provoquer l'endormissement vers 23h minuit. Donc chez certains sujets, l'endormissement elle va être programmé plus tôt, vers 22h, et puis chez d'autres sujets, notamment les adolescents, va être programmé carrément beaucoup plus tard. Donc ça peut, chez l'adolescent, c'est classique, ça peut perdurer à l'âge adulte, mais c'est vrai qu'en avançant en âge, on va avoir tendance à avancer son horloge circadienne. C'est pour ça que les grands vieillards ont tendance à se coucher plus tôt, parfois dès 21h, avec un corollaire, c'est qu'à ce moment-là, le réveil se fait très tôt, vers 3h, 4h, avec une fausse plainte d'insomnie, qui n'est pas vraiment une insomnie, simplement la nuit est terminée. Normalement, c'est entre 23h et minuit pour le 23h minuit, une moyenne, oui. Voilà. Mais là encore, c'est une courbe de Gauss. Ça va dépendre un peu de ce qu'on a fait avant aussi. Alors bien sûr, après, on peut contrarier son horloge circadienne avec tout un tas d'activités. Si vous avez encore beaucoup d'activités professionnelles ou autres, ou de loisirs, que si vous regardez un ordinateur portable, vous allez retarder votre horloge. Mais si vous laissez votre horloge à volo, à agir à son rythme, par exemple, si vous êtes en vacances, que vous n'avez pas de contraintes sociales particulières, ça vous permet de reconnaître à quel moment votre horloge vous dit de dormir. En général, ça c'est quelque chose que les gens connaissent, parce qu'on leur demande... Assez bien, oui, c'est vrai. En général, oui, assez bien. Oui. Alors, on va voir que les Français dorment mal. Regardez, 16% ont du mal à s'endormir, 42% ont du mal à se rendormir la nuit, et 20% des Français sont insomniaques. On va redéfinir ça tout à l'heure, bien évidemment. Plus de femmes que d'hommes qui ont des troubles du sommeil. Alors, on va redéfinir tout ça, mais mal dormir, ça a forcément des conséquences. Non seulement vous êtes un peu irritable le matin parce que vous avez mal à la tête et que vous n'êtes pas bien, mais regardez les conséquences que ça peut avoir sur la santé, avec toute cette liste
que vous connaissez bien si vous êtes arrivé de mal dormir. Je voudrais qu'on commence par parler de la mémoire, qui est votre dada, à vous. Donc les perturbations de la régulation des cycles du sommeil ont des répercussions sur les différentes formes de sommeil, de mémoire, je vais y arriver, je m'endors là. En quoi ça joue sur la mémoire? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça marche plus. Si, voilà. Si, L'idée, c'est qu'en fait, au cours du sommeil, les apprentissages qu'on va avoir fait au cours de la journée, ils vont être répétés. Il y a une structure qui est très importante pour la mémoire qu'on appelle l'hippocampe, et l'hippocampe va réactiver nos souvenirs. Donc, par exemple, vous êtes allé à votre cours d'anglais, pendant votre sommeil, vous allez répéter ce que vous avez appris pendant le cours, et c'est à force de répéter que les souvenirs vont être bien gravés dans votre mémoire. Alors, ça a été présenté dans le petit film tout à l'heure, mais il y avait quand même une petite erreur, mais c'est une idée qui est communément admise, c'est qu'il n'y a que le sommeil paradoxal qui est important pour la mémoire, et c'est pas vrai. En fait, le sommeil... c'est pas une erreur. On l'a mise exprès pour vous faire réagir. D'accord, bon bah voilà, l'effet est réussi. Ouais. Le sommeil qu'on fait en début de nuit, donc qui est le sommeil lent profond, il est important pour la récupération physique, ça c'est certain, il y a l'hormone de croissance, etc. Mais il est très important pour la mémoire. Et puis, pendant longtemps, en fait, on s'était focalisé sur le sommeil paradoxal parce que c'est le stade de sommeil pendant lequel on rêve. Et donc forcément, ça intéressait beaucoup les chercheurs. On voulait voir si le rêve, c'était pas un moyen de réactiver la mémoire. Et en fait, on se rend compte maintenant que tous les stades de sommeil sont importants pour la mémoire et que si, pour une raison ou une autre, on interrompt en fait la succession normale des cycles de sommeil, donc faire d'abord du sommeil lent léger, puis du sommeil lent profond, puis du sommeil paradoxal, eh bien, on induit des troubles de la mémoire. Et donc, c'est important pour toutes les formes de mémoire. Donc, votre leçon d'anglais, la leçon de violon que vous venez de faire, si vous êtes en train d'apprendre, je ne sais pas, une technique de couture, de la broderie, etc. Le sommeil, il est vraiment important pour tous les apprentissages. Donc, ce qui veut dire que les gens qui dorment mal, là, vous nous avez parlé des avantages, mais les gens qui dorment mal peuvent avoir quoi? Des trous de mémoire. On ne parle pas de la maladie d'Alzheimer ou autre, mais peuvent avoir des gros trous de mémoire le lendemain ou tous les jours parce qu'ils ont mal dormi. Alors en fait, c'est l'argument qu'utilisent, il y a quelques chercheurs qui sont un peu réfractaires à cette idée que le sommeil il est important pour la mémoire et qui disent que les insomniaques ne se plaignent pas du tout de leur mémoire, qu'ils n'ont pas de troubles cognitifs. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce qu'ils sont quand même capables d'aller travailler et voilà, ils vivent au quotidien. Mais si on explore vraiment très finement leur mémoire avec les tests qu'on peut faire dans les consultations mémoire, on voit qu'ils ont quand même des difficultés. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la vigilance. Il y a plein de petits troubles de mémoire qui sont peut-être assez subtils à mettre en évidence, mais qui sont réellement là. On dit, on a entendu pas mal que c'était bien de travailler. Alors c'est paradoxal parce qu'on dit qu'il faut mettre le cerveau au repos avant de s'endormir. Puis d'autres disent que c'est bien de travailler avant de s'endormir parce que comme ça le cerveau va, ce que vous dites, enregistrer tout ce qu'on vient de faire. Alors on est entre l'excitation et qui empêche de dormir et la mémorisation de ce qu'on vient de faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est étudiant? Mais alors, ce qui est bien quand on est étudiant, c'est de pouvoir répartir son apprentissage sur différentes phases, c'est-à-dire pas essayer d'apprendre tout le manuel d'anat de médecine en une seule fois, voilà, de faire un apprentissage par petites sessions, de revoir les choses avant le coucher, mais voilà, pas de faire un apprentissage intensif juste avant le coucher, parce que on sait bien que quand on a des réunions qui terminent tard, qu'on travaille très tard le soir, il nous faut un moment pour déconnecter. Le cerveau, il n'arrive pas à passer du mode réunion au mode sommeil instantanément, quoi. Il faut une période de transition qui est indispensable. Il y a autre chose qui est, une chose qui est assez étonnante quand on dort, c'est que parfois on parle. Non ? Oui. Le seul moment où une femme écoute attentivement ce que dit son mari, c'est lorsqu'il parle en dormant, disait Francis Blanche. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors, d'abord, on parle de quoi quand on dort ? De tout, je pense. Si on prononce un prénom, il a une valeur ? Non. Je sais pas. Pas l'air sûr. Je ne sais pas si ça a été... Ça peut être le prénom de sa collègue de bureau sans aucune arrière-pensée. C'est souvent pas c'est pas très cohérent, c'est pas toujours très compréhensible non plus. Voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les enfants et qui est sans aucune gravité, qui peut persister à l'âge adulte, c'est vrai, comme beaucoup d'autres de ce qu'on appelle, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les parasomnies, qui sont en fait ces comportements qu'on a en sommeil,
comme par exemple les cauchemars, mais surtout aussi le somnambulisme, le fait de grincer des dents, toutes ces choses qui peuvent arriver pendant qu'on dort et qui sont un peu curieuses parce que normalement on ne bouge pas et on ne parle pas, mais donc c'est très fréquent chez l'enfant, la somniloquie, le fait de parler en dormant. Et ça arrive chez l'adulte aussi. Regardez, vous allez voir une petite vidéo. Alors c'est un patient qui est parkinsonien et regardez, écoutez. Il dort, hein. Ce qui est fou, c'est qu'il dort. Ce monsieur est en train de dormir. Voilà. Alors bon, c'est... Voilà. Heureusement qu'il n'y avait personne. Voilà, il arrache tout. Voilà. Alors je sais pas comment il est dans la vie. Probablement pareil. Ouais. Voilà. On comprend des mots. On comprend quelques Hein moments, on ne comprend pas toujours tout, Voilà, mais c'est alors, toujours un contenu un peu violent, un peu agressif, quoi. On sent qu'il doit y avoir une histoire de bagarre ou d'agression. C'est fréquent dans leur contenu. Il a un trouble du comportement sommeil paradoxal, ce qui se voit fréquemment chez les patients parkinsoniens, mais là, il est dans le camp de Françoise. Et alors bon, là c'est un cas particulier, mais qui montre, enfin c'est toujours très étonnant de voir des gens se lever, parler comme ça, bouger, en plus avec une certaine agressivité pendant leur sommeil. La somniloquie, le fait de parler en dormant, ou de bouger un petit peu, ou de se réveiller comme ça, et puis de se rendormir, tout ça, ce sont on peut dire que ce sont des micro-éveils, mais qui sont un peu plus dynamiques. Ou pas? Oui, ou ils sont tous pathologiques parce que... Non, pas à ce point-là, on met ça de côté. Ça, c'est différent. Ce qu'on a vu, c'est sûrement différent. Et c'est pas une somniloquie banale. Et donc, non, c'est un peu à part. Mais sinon, oui, c'est en fait des espèces de dissociation entre du sommeil, en général du sommeil lent profond, enfin en tout cas du sommeil lent, léger ou profond. Par exemple, le somnambulisme, c'est un comportement alors que la personne est en sommeil lent profond. Donc il y a une dissociation entre son cerveau qui reste en sommeil lent profond et une partie de son cerveau qui est capable de le faire bouger. Voilà. Mais c'est la plupart du temps bénin, et à part le risque de se blesser éventuellement, c'est pas un réel problème, sauf dans des cas particuliers où c'est trop fréquent, trop répété, et où ça persiste au-delà de l'adolescence, par exemple. Alors là, on va parler maintenant, on va aborder un sujet que vous connaissez. On peut allumer la salle 2 secondes, parce que je voudrais vous poser une question. Voilà. Combien il y en a qui ronflent? Levez la main, je fais venir personne, ne vous inquiétez pas. Bon, il n'y en a pas énormément. Baissez les bras. Combien il y en a qui dorment à côté d'un ronfleur? Voilà. C'est fou, hein? Ça marche à tous les coups. On ne se rend pas compte qu'on ronfle? Moi, je constate qu'il y a beaucoup de timides dans cette salle parce que dans une population de 50-60 ans, c'est communément admis qu'il y a 40 à 50% de ronfleurs. Hein, donc, je n'ai pas vu beaucoup de bras se lever. Donc, j'en conclus qu'il y a beaucoup de timides vu la moyenne d'âge. Alors, on va baisser la lumière maintenant et c'est pas grave, ronfler, c'est dormir tout haut, dit Jules Renard. On va vous montrer, on va commenter un petit mécanisme du ronflement. Regardez. Alors, quand on dort, vous voyez que normalement l'air passe parfaitement, sauf qu'en se mettant sur le dos et puis avec l'âge et un petit relâchement, vous avez la base de la langue là, qui descend un petit peu, qui va diminuer le calibre permettant à l'air de passer. Ça fait du bruit comme un drapeau qui faceille. Et puis, ces ronflements sont bien évidemment... à des degrés divers. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles, mais il y a des ronflements, mais celui-là est assez fréquent et va expliquer une façon de traiter ce ronflement. Alors on va regarder maintenant les décibels. Ça aussi c'est sympa. Vous allez voir les niveaux de ronflement. Le niveau moyen atteint 45 à 60 décibels.
Vous voyez, c'est l'équivalent du bruit d'une voix. Vous avez une conversation à voix normale, environnement de travail pour certains. Et très franchement, il y en a qui vont jusqu'à la tondeuse ou à la tronçonneuse. Hein? Tiens, docteur Prévost, vous avez, comme vous enregistrez les ronflements, vous avez, c'est quoi le record en décibels? Oh, le record, j'ai vu 95 décibels, 100 décibels. 100 décibels, Oui, un marteau-piqueur. Sans problème, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence à dire que le ronflement induit des surdités, à la fois chez le ronfleur et chez le conjoint du ronfleur. Oui, mais en même temps, on ne s'entend pas ronfler, ce qui est incroyable. Alors, en même temps, on ne s'entend pas ronfler, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent non, je ne ronfle pas. D'ailleurs, la moitié de la salle ne ronfle pas. Je voudrais bien voir ça. C'est vrai, mais parfois, le ronflement est suffisamment intense que ça réveille les patients. Alors, on a du mal à savoir à l'interrogatoire si c'est un ronflement vraiment important ou plutôt une apnée qui se termine avec une reprise. Ou le conjoint qui a filé un coup. Ou le conjoint qui donne un coup. Mais le ronflement peut quand même perturber le sommeil et réveiller le patient à l'occasion. Mais c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt le conjoint qui est gêné par le ronflement de la personne qui ronfle. On sait tous que quand on est fatigué ou surtout quand on a picolé un petit peu, on ronfle plus. Oui, tout à fait. Parce que l'alcool, ça altère encore un peu, ça empêche les muscles de la gorge, pour faire simple, de se contracter. Donc l'alcool est un faux ami pour le sommeil, parce que ça permet souvent de se détendre un petit peu. C'est un effet anxiolytique, donc quand on est un petit peu anxieux, qu'on a bu un petit peu, ça facilite le sommeil. Mais ça va aussi favoriser le ronflement, la survenue d'apnée, ça va fragmenter le sommeil et finalement aggraver le sommeil nocturne. Le tabac est un mauvais ami aussi, puisqu'on dit que si on arrête de fumer, on ronfle moins. Alors, le tabac, c'est vrai aussi pour le ronflement, moins pour les apnées. Alors, c'est vrai que le tabac, ça augmente l'édème au niveau de la gorge, donc ça favorise un rétrécissement encore un peu plus important des parois de la gorge. Donc, à ce moment-là, l'air a un peu plus de mal à passer, devient plus turbulent, ça fait davantage de bruit. Donc, c'est vrai que c'est important d'arrêter de fumer, ne serait-ce que pour ne plus ronfler, entre autres. Alors, le ronflement, on parlera des excitants tout à l'heure. Le ronflement, ça fait sourire, ça fait rire, mais c'est très dangereux, les gros ronflements qui vont justement jusqu'au syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'on s'arrête de respirer plusieurs fois dans la nuit parce qu'on est mal oxygéné, etc. Ça a des conséquences cardiovasculaires importantes, notamment sur la tension artérielle. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est pas su depuis très longtemps, ça c'est 2008-2009 comme notion, mais c'est bien clair maintenant. Donc le fait d'avoir des apnées de sommeil en nombre important, bien sûr, ça va favoriser et augmenter le risque cardiovasculaire. Alors, risque cardiovasculaire, c'est plus d'accidents cardiaques, plus de troubles de rythme cardiaque et surtout plus du risque d'accidents vasculaires cérébraux et plus d'hypertension. On voit fréquemment même des patients qui ont des hypertensions difficiles à traiter, malgré 3-4 médicaments, et le jour où on dépisse ces apnées de sommeil et où on les traite, on s'aperçoit que la tension redevient toute gentille. Donc c'est important, il y a des corrélations très nettes entre niveau cardiovasculaire, facteur de risque cardiovasculaire et syndrome d'apnée. Et on parlera tout à l'heure des solutions pour traiter et ces ronflements et les apnées du sommeil. Juste un mot sur ces médicaments pour les ronflements qu'on prend, qu'on vend en pharmacie. On peut oublier. On peut oublier, ça sert à rien. Les sprays qui sont censés... On peut oublier. D'accord. Donc, je ne vous repose pas la question parce que vous allez me répondre la même chose. Et si je peux ajouter, parce que l'objectif c'est de faire la prévention. Contrôle du poids, on n'oublie pas. Le contrôle du poids, on n'oublie pas. Oui, contrôle du poids, effectivement, si on diminue la prise de poids, parce que ce que vous avez vu, excusez-nous, on va vous passer la parole dans quelques instants, mais comme vous l'avez vu, le rétrécissement de cette filière aérienne là, qui passe derrière la gorge, il y a de la graisse derrière la muqueuse. Plus on a de graisse, plus on est gros, plus cette graisse rétrécit aussi le tuyau et donc diminue le passage de l'air. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que bien sûr, les apnées sont très fréquentes chez les gens qui sont en surpoids, mais on le voit, nous, dans les études qu'on fait, où on sélectionne des sujets âgés, qui font plein de sport, etc., que même quelqu'un qui est épais comme un clou peut faire des apnées du sommeil. Donc, c'est pas, l'apnée n'est pas à chercher uniquement chez les gens qui sont en surpoids. On peut trouver chez les autres aussi. Vous ronflez ? Non. Madame ? Bien sûr que non. Non.
non plus. Et vous ronflez? Non, mais ça veut dire qu'on Avec est la avec la microdécile. Mais moi, j'ai vous ronflez pas 50 ans, moi. Avec la micro quoi? Vous avez un Qu'est-ce petit que vous menton avez dit, quand même. J'ai pas 50 ans, il a dit entre 50 et Mais moi 60. non plus, j'ai beaucoup Ouais. plus. Ouais. Et Non, moi je ronfle pas. avec la micro quoi, vous avez dit? Vous avez une petite mâchoire, non? Une petite mâchoire? Ouais, voilà. c'est pas une petite rétronassie? Une petite mâchoire. Un Vous allez petit dire coup. que j'ai un grand nez aussi, non? N'empêche qu'il a J'ai pas une mâchoire répondu. tout à fait normale, cher monsieur. N'empêche qu'il a pas répondu à la question. Elle est là, votre femme? Non, ma femme n'est pas là, mais je peux vous répondre à sa place. Il m'arrive, effectivement, exceptionnellement, en étant extrêmement fatigué après avoir bu 3 litres de pinard, d'avoir un petit mouvement de l'aluette qui peut laisser penser que je respire un peu bruyamment. Mais on ne peut pas parler de vrai ronflement. Donc, vous avez vu, statistiquement, on est 4, il n'y en a pas un qui ronfle, alors que la moitié de la population ronfle. Donc, c'est quand même... voilà, il y a 2 menteurs parmi nous. Alors, on va regarder les règles d'or du bon sommeil maintenant, les petites erreurs à pas commettre. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans les règles d'or du bon soleil, parce que dedans, il y a bien évidemment l'inverse, c'est-à-dire ce que vous faites et qui ne correspond pas à ça. Les heures de sommeil régulier, l'art de la sieste, alors cette fameuse sieste, il y en a qui disent que faire une sieste, ça les empêche de dormir le soir, mais il y a une durée de la sieste qui doit être assez précise. Et un horaire. Et un horaire. Et un horaire. Alors, c'est quel horaire et c'est quelle durée? Début d'après-midi, idéalement sieste flash, 10 minutes, un quart d'heure. C'est quoi le début de l'après-midi? Début d'après-midi jusqu'à 14h, 15h, pas plus. Donc en plein pendant le magazine de la santé. En plein pendant le magazine de la santé. C'est pour ça que je vous ai jamais regardé, parce que moi je fais la sieste très régulièrement. En tout cas, jamais après 15h, et surtout pas de sieste prolongée de 2 heures, parce que là, effectivement, ça empêche l'endormissement. C'est quoi la durée? 15 le minutes, soir. 20 minutes, 30 c'est quoi? 15-20 ouais. minutes, c'est optimal. Donc ça veut dire qu'il faut mettre son réveil là. Si on non, a pas tendance... nécessairement. Non, Si non. on a peur de ne pas se réveiller, oui, il faut le mettre. Et en général, même en le mettant et en étant réveillé par cette alarme, on a quand même un effet bénéfique. Oui. La micro-sieste, il y en a qui ont de la chance de pouvoir faire des micro-siestes. Je ne vais pas parler de moi toute la soirée, en plus ça me gêne beaucoup. Mais moi je fais des micro-siestes par exemple. Quand à la fin du magazine, c'est une émission fatigante le magazine de la santé. Parce qu'il faut sans arrêt chercher des vannes et tout. Et parfois je suis un peu fatigué, donc à la fin je me couche et je regarde ma montre. 5 minutes après, je me réveille. Et j'ai évacué complètement toute la fatigue. Ça, c'est génétique aussi? Vous me connaissez pas bien, mais est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est génétique, mais en tout cas, ça s'apprend. Apparemment, on peut effectivement s'entraîner à dormir très très peu de temps pour récupérer en quelques minutes une énergie. Ouais, c'est des choses qui s'apprennent. Les navigateurs solitaires apprennent à le faire, mais tout le monde peut apprendre. Et je vous conseille d'apprendre parce que, sans rigoler, c'est pas parce que je le fais, mais je vous assure que c'est hyper réparateur. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut impérativement qu'au moment où je m'allonge, je regarde ma montre pour savoir exactement l'heure, pour que quand je vais me réveiller 5 minutes après, j'ai conscience que j'ai vraiment dormi 5 minutes. Parce que si je ne regarde pas la montre et que je dors, après, je ne sais pas et je suis un peu perdu et j'ai l'impression que je récupère moins. C'est psychologique, docteur? Je pense un peu. Je suis givré? Non, et pour s'entraîner, est-ce que ça fait partie d'un entraînement? Parce que c'est vrai que c'est génial de pouvoir faire ça. Oui, je crois que il faut adopter des tactiques en fait. Peut-être pas les mêmes pour tout le monde, mais je pense qu'effectivement, il faut se fixer l'horaire et puis essayer. Bon, essayez quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, couchez-vous au moment où le train passe. Hein, ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est quoi un rituel d'endormissement? On se met sur un côté, toujours le même, son doudou. Ouais, on peut mettre son petit verre d'eau sur sa table de nuit, se coucher sur un côté, prendre son livre. La lecture, c'est un excellent rituel d'endormissement. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est excellent. Moi, je lis un livre, je lis 2 pages, je suis obligé le lendemain de revenir 3 pages en arrière. Donc, je lis des livres à l'envers, en fait. C'est un truc... c'est extraordinaire. Et non, mais c'est important le rituel, non? Oui, comme pour les enfants. Et qu'est-ce que vous avez comme rituel, vous, par exemple? Bah, ça peut peut-être pas tout dire. Bah si, non, bah dis, il n'y a personne. Il
y a personne. Non, c'est Non, vrai. mais si une experte du sommeil nous dit quel est son rituel, ça donne envie Quelle aux que gens soit d'en l'heure avoir. à laquelle je vais me coucher, même si je suis fatiguée, même s'il est 3 heures du matin, je lis quelques lignes. Effectivement, souvent, je suis obligée de recommencer le lendemain, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de m'endormir. Alors, je ne sais pas si vous avez un rituel. Géraldine. Pareil, moi c'est pareil. Hein, je lis. Qu'est-ce qu'on fait, Géraldine, quand on se couche? Moi je lis. Pareil, vous en... Ouais. Pas forcément beaucoup, des fois un chapitre, des fois 2, et des fois une page, mais ouais, je lis. Docteur Prévost? Moi, je plane. Je pense à des choses. Je plane. Je pense à des choses agréables, aux choses de la vie qui me plaisent, et c'est comme ça que je fais. Tous les soirs, quand vous vous couchez? Tous les soirs, Quels que soient les problèmes que vous avez vus dans la journée? quel que soit le programme. Et ça vous endort tout de suite? Ah bah oui. Il est heureux, hein? C'est formidable. Il est très fort surtout, parce qu'il y a des jours où ça ne doit pas être si facile. Hein. Non, mais il donne envie d'aller le voir. Vous êtes pneumologue, vous me donnez envie de tousser rien que pour vous consulter. S'aménager la chambre idéale. Alors, on va revenir sur la chambre idéale. C'est quoi la chambre idéale? C'est une chambre dans laquelle il y a quelqu'un quand vous arrivez. Mais, alors, aérer votre chambre tous les jours, oui, parce que si elle n'est pas aérée, ça pue. Mais c'est ça ou il y a une autre raison? D'accord. Alors, la température... Non, c'est pour avoir un air non vicié, tout simplement. Ouais. Tout peut pas être vicié dans une chambre, n'est-ce pas? Tout peut pas être vicieux, oui. Non, mais on va y revenir tout à l'heure. Régler la température de la chambre autour de 18 degrés. C'est pas beaucoup, 18, hein? C'est 18 degrés, oui, on voit couramment des patients qui surchauffent et qui dorment mal. Parfois en été, on a du mal à dormir parce qu'il fait très chaud dehors, surtout sous nos climats, on n'a pas trop l'habitude. C'est vrai que c'est la température idéale, c'est 18-19 degrés. L'obscurité, ça paraît évident. Les émissions d'ondes, ça veut dire qu'il ne faut pas une télévision, il ne faut pas charger son téléphone, parce que ça, on a beaucoup dit qu'il ne fallait pas charger son téléphone dans la chambre pour des raisons de toxicité, mais est-ce que ça a aussi un effet sur le sommeil? Est-ce qu'il y a des études qui ont montré que le fait de charger son portable à côté du lit... Je crois que c'est très débattu, en fait. Il y a énormément de polémiques là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment répondre. Ce qui est sûr, c'est que si on met son téléphone à côté sous son oreiller ou sur sa table de nuit, on risque fort d'être réveillé par un petit SMS, une vibration, un appel, éventuellement même Mais pas par les ondes qu'il émet. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas encore vraiment défini, ça. Mais c'est vrai qu'avoir son téléphone branché à côté, ça sous-entend qu'on attend plus ou moins consciemment un appel. Et il y avait des études chez des ados qui avaient notamment montré qu'il y avait la moitié des ados, je crois, ou un tiers des ados, je ne sais plus, enfin beaucoup, qui répondaient à des SMS pendant leur sommeil. Ils n'en avaient pas le souvenir le lendemain. Mais quand même, ça... Ils n'en avaient pas le souvenir le lendemain? Ouais. Ah, sympa. Et puis la literie, alors ça, la literie, elle est très négligée dans notre pays à cause du coût d'abord, parce que ça coûte cher, une bonne literie, et puis on ne se rend pas bien compte qu'elle a une influence. Alors, si, la literie, on y fait attention quand on a mal au dos, mais on n'y fait pas attention pour la qualité du sommeil. Oui, c'est vrai qu'on nous parle toujours de literie pour les gens qui ont des problèmes de lombalgie, et on n'en parle jamais pour les problèmes de sommeil, et c'est un tort. Et c'est sûr qu'il faut trouver la literie qui convient à la qualité de son sommeil. Tout le monde n'apprécie pas les mêmes types de lits. Mais oui, c'est quelque chose d'important. Peut-être moins important, je dirais, quand même, que les écrans et les nouvelles technologies. Mais, Alors, il y a aussi, regardez, pas de bain chaud avant de dormir. Alors ça, c'est un truc. Si vous avez un bain chez vous et que vous prenez des bains chauds, vous vous rendez compte, sûrement, qu'en sortant, vous êtes complètement ensuqué, vous êtes... ramollo, de la guimauve, vous n'avez qu'une envie, pour peu que vous preniez votre bain chaud le soir, vous vous dites, tiens, j'ai pas envie de dormir, mais je vais prendre un bon bain chaud, ça va me détendre. Vous sortez de là, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer du bain directement au lit, et bien vous endormirez pas. Parce que le corps a besoin de diminuer sa température pour que tous les mécanismes du sommeil se mettent en route. Et par définition, quand vous prenez un bain chaud, vous augmentez la température de votre corps, et donc vous allez à l'encontre d'une bonne qualité de sommeil. C'est toujours valable, cette explication? Toujours. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Des fois, on se dit il faut prendre une douche bien froide le matin pour se réveiller. C'est pas du tout ça. Le matin, justement, on a besoin que notre température augmente pour être bien actif. Donc, la douche froide, elle n'a
elle va avoir un effet saisissant sur le coup, mais après, on aura envie de redormir. Vous avez remarqué qu'il manque un petit peu. Alors, on va parler les excitants. Tiens, voilà, les excitants très importants aussi. Vous commettez sûrement des erreurs si vous avez des troubles du sommeil. Regardez les excitants, le tabac, le café, l'alcool, le coca, du thé, quand on les consomme après 17 heures. Alors, le café, tout le monde prend du café pratiquement. Il y a des gens, ils vous disent, moi je prends du café après dîner, ça ne joue pas sur mon sommeil. C'est possible ou pas? Après dîner, oui, parce que le délai d'action du café, c'est un peu retardé. Donc ce qui est surtout dangereux, c'est le café de 16 heures finalement. C'est celui-là qui va retarder le sommeil. Par contre, prendre un café à 22 heures, par exemple, avant la fin d'un repas, alors qu'on va se coucher vers 23 heures parce que votre porte de sommeil est s'ouvre à 23 heures, ça ne va pas avoir trop d'influence parce que à 23 heures, vous aurez de toute façon une pression de sommeil tellement importante que vous endormirez. Et il ne risque pas de nous réveiller? Alors attention, il y a café et café. Hein, j'ai bien dit une tasse de café, j'ai pas dit 3 litres de café aussi. Non, mais même une tasse de café, puisqu'elle agit plusieurs heures après, risque pas de vous réveiller au milieu de la nuit? Ouais, c'est pas aussi flagrant que ça. Disons que le café, ça diminue la pression homéostasique du sommeil. Donc pression homéostasique du sommeil, en gros, c'est quand je ne peux pas rester éveillé 24 heures sur 24, plus je suis éveillé, plus je vais avoir envie de dormir. Donc le café va diminuer cette pression-là. Donc si vous la prenez vers 22 heures, une tasse de café, ça ne va pas diminuer globalement votre pression de sommeil. Et de toute façon, à 3 heures du matin, c'est plus la pression de sommeil qui est importante pour vous maintenir le sommeil. Vous vouliez dire un mot sur le café, non? Ouais, mais tu confirmes ou pas, mais je pense que notre sensibilité aussi à la caféine, elle varie en fonction de l'âge. Bien sûr, ouais, bien sûr. Il y a des gens très sensibles au café, puis d'autres beaucoup moins. Alors on va rester sur les excitants, on ne vous l'a pas mis sur le synthé, mais les galipettes. Est-ce que c'est plutôt... alors, il y a des idées reçues selon lesquelles les dames, après l'amour, elles n'arrivent pas à dormir, et les messieurs s'endorment pendant. Alors, les galipettes, théoriquement, c'est une activité sportive comme une autre, donc ça augmente la température corporelle, donc ça devrait en rendre l'endormissement plus difficile. En réalité, on s'est aperçu que les galipettes favorisaient plutôt l'endormissement par le biais des sécrétions d'endorphines, donc ça a un effet relaxant, etc. Donc les galipettes, ça fait partie d'un des rituels de sommeil. ouais, en fait, le côté je plane, c'est du pipeau, si j'ose dire. Ok. Mais c'est vrai ou pas alors que les femmes, ça les réveille et les hommes, ça les endort? Attendez, vous me dites, alors c'est quoi? C'est la sécrétion d'ocytocine, d'endorphine, des hormones de détente. Ouais. Et pourquoi ça nous endort nous et pas les femmes? Je n'ai pas la notion que ce soit spécifique chez l'homme et chez la femme, Françoise, Géraldine. Pas de notion. Oh. Moi non plus, j'avais jamais entendu parler de ce différentiel. On allume la salle. Mesdames, est-ce que vous avez remarqué que les messieurs s'endorment après l'amour? On n'a pas les mêmes. Quoi? On n'a pas les mêmes messieurs. Non, vous les avez pas tous, mais quand même, c'est quand même une idée qui court, non? Je sais pas. Que les hommes s'endorment plus facilement que les femmes, de toute façon. Bon, d'accord. Ils veulent pas les dormir. Bon. Nous, on sait. Hein? Eux, ils savent pas, mais nous, on sait. Ah, ça va le balcon là-haut? C'est vrai, je vous avais pas vu. Vous venez d'arriver? Bon, alors, on va maintenant voir comment on peut enregistrer son sommeil. Alors, il y a plusieurs façons de l'enregistrer. On va en voir quelques-unes. Alors, ça, c'est l'actimétrie. Qui nous le décrit? Bon, je peux faire. Alors, l'actimètre, donc, c'est une sorte de petite montre qu'on va mettre au poignet de notre main non dominante. Maintenant, il existe aussi des systèmes de patch qu'on va mettre sur la poitrine et qui enregistrent. En fait, il y a un petit capteur qui détecte les accélérations du mouvement. Donc, ça n'enregistre pas le sommeil, hein, l'actimètre. Ça enregistre les mouvements. Donc, on est capable de faire un peu votre cycle activité-repos. Si vous êtes allongé dans votre lit avec votre actimètre mais que vous avez les yeux grands ouverts, on ne verra pas que vous n'êtes pas en train de dormir.
Donc c'est un outil qu'on utilise. L'avantage, c'est qu'on peut enregistrer sur plusieurs semaines. Donc c'est vrai que nous, on donne les actimètres pendant 1 semaine, 2 semaines au sujet. Et c'est enregistré puis on voit... sur le smartphone? Alors maintenant, il y a des systèmes, applis, il y a des applis qui font ça. Hein. C'est bien, c'est fiable ou pas, ces applis? On voudrait tester, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait encore... On a notre geek dans le service qui regarde un peu ça, mais bon, ça n'a pas l'air aussi fiable que ces actimètres-là. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Si c'est juste pour soi-même voir si on a un cycle régulier, ça peut être suffisant, je pense. Puis on a passé 10 minutes à dire que le téléphone, fallait le bannir de la chambre, et là on dit exactement le contraire. Alors je ne voudrais pas dire, monsieur Simès, mais non, bon... Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir le téléphone à côté, mais vous avez Voilà, tu l'appli, connectes après. vous avez l'actimètre à côté. Alors, Non, mais il y a des applis sur téléphone Ouais. qui se mettent sous l'oreiller. Ça, c'est ça c'est complètement déconseillé. La polygraphie ventilatoire. Alors, polygraphie ventilatoire, consiste à enregistrer les traces respiratoires pendant le sommeil. Donc, en gros, c'est le fonctionnement du poumon. Le poumon marche, il marche pas. Il sert à quoi le poumon? Il sert à apporter l'oxygène à l'organisme. Donc on met un petit capteur au bout du doigt pour vérifier que le taux d'oxygène est correct. S'il n'est pas correct, ça veut dire que le poumon ne marche pas. Et puis on met des petites traces dans le nez pour voir si la personne respire par le nez ou par la bouche. Et puis souvent un petit capteur sur le cou, qui n'est pas autre chose qu'un micro perfectionné qui va enregistrer le niveau de ronflement. C'est pour ça qu'on est capable de vous dire que vous avez ronflé à 91 décibels le lendemain. Et puis il y a la polysomnographie où là, on va vous mettre des électrodes, on va vous laisser dormir soit une bonne sieste, soit une nuit complète à l'hôpital, et pendant laquelle on enregistre tout un tas de choses. J'ai eu la chance d'être saucissonné comme ça pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Je ne sais pas si vous aviez vu cette séquence. D'ailleurs, un jour, il faudra peut-être que je vous montre la tête que j'avais. Ben non, moi je faisais la sieste. Ah, C'est c'est le le soir, soir. ça. Bah, alors je devais dormir alors. Ouais. Là, c'est le soir. Et avec cet examen, vous avez tout. Vous avez la tension artérielle, le taux d'oxygène. Vous savez combien il y a eu d'apnée, d'arrêt respiratoire dans la nuit. Et c'est bien sûr un élément important. Alors, le seul problème, c'est que il faut quoi? Je ne sais pas, commencer à Caen, à Paris, c'est compliqué. Hein, on n'a pas des rendez-vous tout de suite. À Caen, il faut combien de... Vous voyez le petit filet sur la tête? C'est pas moi. Hein. Le petit filet sur la tête, je l'ai eu aussi. Combien de délai pour avoir une poly? À peu près 9 mois. 9 mois, une grossesse. Ouais. Ça peut être plus court quand il y a réellement un caractère d'urgence, mais en moyenne, on est à peu près à ces délais-là. On a beaucoup de délais d'attente et on aimerait bien aller plus vite, mais malheureusement, ça n'est pas possible. C'est un vrai problème en France. Hein. Et polygraphie ventilatoire, c'est 6-7 semaines. C'est un vrai problème en France parce que, là, on a la chance d'avoir 3 spécialistes du sommeil, mais enfin, si vous avez des problèmes d'insomnie, on va en parler tout de suite. Le premier interlocuteur, c'est bien sûr le médecin généraliste qui en voit tellement qu'il finit par quand même savoir comment on gère les troubles du sommeil, mais que parfois il a besoin d'avoir un spécialiste, d'avoir un avis, d'avoir un enregistrement. 9 mois d'attente, comment ça se fait qu'en France on est en retard comme ça? Je pense qu'on n'a pas suffisamment de moyens dans les hôpitaux pour faire ce genre d'examen. Alors, les consultations pour les troubles du sommeil, c'est pas 9 mois. Hein, on ne fait pas des enregistrements de polysomnographie à tous les patients. Non. Mais ceux qui en ont vraiment besoin, effectivement, il faut qu'ils attendent longtemps. Oui. Dès qu'il y a un patient qui ronfle, une personne qui ronfle beaucoup et dont le conjoint dit... Parce qu'en général, les gens qui font des arrêts respiratoires la nuit, des apnées du sommeil, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est le voisin qui flippe parce qu'on fait beaucoup de bruit, donc on le réveille. Et puis à un moment, celui qui fait l'apnée s'arrête de respirer, la définition. Et c'est surtout la reprise de la respiration qui fait bouger les murs. Hein, en général, on s'assoit comme ça, et l'autre à côté, il dit oula, il est en train de faire un arrêt cardiaque et tout. Et c'est pour ça que quand on va consulter, on demande souvent au conjoint est-ce qu'il fait des arrêts respiratoires dans la nuit. Et à ce moment-là, il faut faire des enregistrements. Alors on n'est pas obligé non plus de faire la polysomnographie à tout le monde. La polygraphie ventilatoire, comme Jean-Noël vous présentait tout à l'heure, peut parfois suffire. Mais parfois, il faut aller jusqu'à l'enregistrement complet au laboratoire. Juste pour, avant de passer aux insomnies, aux somnifères, tout ça, je voudrais qu'on voit un peu comment on peut traiter l'apnée du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Alors vous avez vu ce principe de la langue qui tombe en arrière.
Donc on a eu une idée toute bête, c'est de faire en sorte que la langue, on passera l'appareil après, on va passer l'orthèse mandibulaire d'abord, qui est quelque chose voilà, que vous mettez sur les dents, hein, c'est du silicone je crois, et qui permet d'avancer la mâchoire inférieure. C'est hyper sexy. Il vaut mieux le faire après la galipette. Après l'amour. Après la galipette. Ouais. Surtout pour les dames. Non, il faut faire attention parce que si vous êtes comme ça, là, ça ne donne pas envie du tout. Vous voyez ? Donc, une fois vraiment, vous attendez que la lumière soit éteinte, vraiment. Même à la limite qu'il n'y ait plus personne. Voilà. Et vous faites quoi ça ? Et alors, là, c'est bien parce que finalement, ça avance la base de langue. Ça la décolle un petit peu de l'arrière et ça marche bien. Hein. Oui, ça marche bien. Oui. Ouais, ça marche bien. Ça marche moins bien que la pression positive dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça marche bien. En tout cas, pour les formes relativement peu sévères d'apnée du sommeil, quand il n'y a pas trop d'apnée, quand il n'y a pas de surpoids non plus important, enfin bon, il ne faut pas non plus faire passer le message que l'orthèse, c'est la panacée, ça peut se mettre chez pratiquement tout le monde. Hein. Il y a quand même des indications assez précises des orthèses qu'on connaît bien maintenant. Puis il faut aller la faire sur mesure et tout. Il faut la faire sur mesure, pas de bricolage d'orthèses achetées sur Internet et qu'on bricole soi-même. Qui c'est qui fait ça chez qui on va ? Normalement, c'est coopération, médecin de sommeil, chirurgien maxillofacial, pour obtenir notamment un remboursement sécurité sociale. Et puis vérifier que c'est bien la base de langue qui est responsable de ça. Vérifier que c'est bien la base de langue qui est bien responsable de ça, et vérifier qu'avec une avancée, on corrige bien les apnées du sommeil. Donc ça veut dire réenregistrement des personnes avec l'orthèse pour savoir ce qu'on fait, pour vérifier qu'on travaille bien. Pression positive, c'est l'appareil que vous voyez qui vous fait ressembler à un éléphant. Vous voyez là Alors ça, c'est un appareil qui est salvateur pour les gens qui ont des apnées du sommeil. Hein. C'est un appareil qui est très efficace. Le principe, c'est de forcer le passage de l'air. Alors... Maintenant, c'est un peu plus sophistiqué. Au début, ça faisait un boucan tel qu'on ne dormait pas, donc on ne risquait pas de faire des apnées. Ouais. Finalement, l'appareil en pression positive, c'est pas autre chose. Cet appareil, c'est pas autre chose qu'un aspirateur qui est monté à l'envers. Hein. Et d'ailleurs, le farfelu qui a trouvé ça en 81, déjà, il y a 30 ans, il a bricolé, dit-on, l'appareil de sa femme. À l'époque, c'était un appareil monstrueux. On ne sait pas s'il a pu faire des galipettes la nuit suivante. Mais bon. Donc, c'est un aspirateur qui est monté à l'envers, c'est-à-dire que l'aspirateur aspire de l'air et là, l'appareil souffle de l'air. Et le patient, il a un masque qu'il met sur le nez et la surpression, elle va simplement empêcher la langue de tomber en arrière. C'est tout bête. J'adore la photo, là. Tout va bien. Non mais là on a l'impression qu'ils sortent dans un hôtel de luxe, sauf que, en blanc tous. Sauf que là il dort pas, sauf que là il est en train de lire. Elle est à côté, tout va bien, il est en train de lire, mais on a l'impression, on se demande pourquoi il met un masque. Quoi. Alors c'est vrai que dans 80% des cas c'est quand même très efficace, avec des réflexions de patients qui reviennent en consultation en nous disant c'est le jour et la nuit, je galope comme un lapin, j'ai rajeuni de 10 ans, on me reconnaît plus le boulot, etc. Après une période d'adaptation, mais c'est vrai que globalement ça marche bien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'HAS qui le dit. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, qui a publié un rapport il y a un an, je crois, en juillet 2014. Et les apnées du sommeil, c'est une des maladies chroniques où l'observance au traitement est la meilleure. Donc l'observance, c'est le suivi du traitement par le patient. Et bien, c'est une des pathologies où les patients suivent le mieux leur traitement. Alors, faut pas être un patient, c'est pas quelqu'un de maso. S'il suit aussi bien un traitement, aussi contraignant que ce truc-là, c'est que ça marche bien. Alors, vous dites 80%, donc ça veut dire qu'il y en a 20% qui ne supportent pas. Cet après-midi, j'étais chez notre partenaire Ouest France. J'ai rencontré des lecteurs, dont une dame qui disait qu'elle n'avait pas supporté du tout la pression, le masque. Oui, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors dans ce cas-là, on réfléchit à une autre solution, comme une orthèse. Il y a parfois des solutions chirurgicales. Il y a parfois la solution de l'amaigrissement. Il y a tous les apnéiques, tous les patients qui ont des apnées de sommeil ne sont pas tous obèses, comme le disait Géraldine tout à l'heure, mais il y a quand même un bon nombre de patients qui sont en surpoids. Et le fait de maigrir permet souvent d'améliorer substantiellement les choses. Plus la correction de certains facteurs hygiéno-diététiques, l'apéritif un peu systématique le soir, 2 apéros le soir et un verre de vin à table, ça suffit.
L'insomnie vraie, maintenant on a parlé de tous les petits troubles du sommeil, hein, la véritable insomnie, alors ça c'est une dame qui manifestement cherche le sommeil. Voilà. Elle n'arrive pas à s'endormir, je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais enfin en partie le sommeil. Et ça débute essentiellement entre 20 et 30 ans, puisque c'est souvent l'âge auquel on rentre dans la vie active, où il y a un peu de stress professionnel. Il y a un deuxième pic qui est enregistré autour de 50 ans. Là aussi, c'est souvent lié au stress, l'âge de la retraite qui va arriver, les enfants qui s'en vont, etc. Est-ce que finalement... Alors d'abord, il y a une définition. 3 nuits blanches ou ressenties comme telles dans la semaine pendant 3 mois consécutifs. C'est ça la définition ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition parce qu'il y a... On a fait exprès. Voilà, tant mieux. C'est plutôt l'insomnie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait, c'est une plainte de sommeil qui concerne à la fois la durée de sommeil, les facilités de s'endormir, les réveils nocturnes, et puis aussi surtout la qualité de sommeil. Donc il y a des gens qui viennent nous dire qu'ils dorment mal parce qu'ils se réveillent plusieurs fois, pas forcément longtemps, mais qu'en journée, enfin le matin ils se réveillent fatigués, et ils fonctionnent mal dans la journée. Donc c'est vraiment à la fois la quantité et la qualité de sommeil. C'est une définition qui est purement subjective, effectivement. C'est d'abord une plainte du patient. Alors, c'est une plainte qui engendre, la simple plainte engendre la prescription, puisque, on le sait, la France est, je ne sais pas si on est champion du monde, mais enfin pas loin de la prise de somnifères. Est-ce que les Français sont plus insomniaques que le reste du monde, ou est-ce qu'on prescrit plus de somnifères que dans le reste du monde ? Je pense qu'il y a des excès de prescription, oui, ça c'est clair. Je ne vois pas pourquoi les Français seraient plus insomniaques que les autres. Donc oui, non, il y a eu une dérive, je pense, sur les années qui précèdent, sur les prescriptions de psychotropes et des médicaments somnifères en particulier, qui a tendance à s'inverser un peu parce qu'on commence à prendre conscience de ça. Mais oui, c'est un vrai problème. Problème qui est lié à quoi ? À la demande, à la mauvaise connaissance des généralistes, au fait qu'ils prescrivent parce que leurs patients leur demandent, à la pression des patients ? Sûrement un peu de tout ça, le manque de temps, parce que s'occuper d'un patient insomniaque, ça prend du temps. Une consultation, c'est quelque chose qui demande du temps, interroger, essayer de déterminer les facteurs déclenchants, interroger le patient sur ses habitudes de sommeil, tout ça, ça ne peut pas se faire en 10 minutes, un quart d'heure. Donc je pense que la prescription, elle est la solution de facilité. Et finalement, on gagnerait et du temps et de l'argent si on avait plus de spécialistes du sommeil accessibles, à qui on enverrait les patients pour vérifier qu'ils ont vraiment besoin de ces somnifères ou pas. On réduirait la consommation de somnifères, donc le remboursement, la sécurité sociale serait gagnante là-dedans. Ah oui, puis on pourrait aussi faire des enseignements aux médecins généralistes pour les aider aussi à prendre en charge les patients. Donc ce serait effectivement tout bénéfique. Mais alors les gens il y en a sûrement parmi vous qui prenaient des somnifères depuis 20 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent ? Ils essayent d'arrêter et ils regardent ce que ça donne ? Le sevrage en somnifère, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui amène les gens à nous consulter. Il y en a qui viennent vraiment avec juste cette demande d'arrêter les médicaments. C'est vraiment, ils me disent, je dors avec ces traitements, j'arrive à dormir, mais je voudrais pouvoir les arrêter et je ne sais pas comment faire, ou quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est là qu'on intervient sur, déjà analyser les habitudes de sommeil, sur la façon dont il faut les arrêter, c'est-à-dire très très doucement, très progressivement, avec des paliers, des demi-comprimés, des quarts de comprimés. Il faut savoir prendre le temps de le faire. Les gens sont souvent un peu trop pressés en fait. Et puis, on peut y ajouter d'autres méthodes qui sont des méthodes non médicamenteuses. Relaxation, hypnose, sophrologie. Et puis aussi des méthodes comportementales un peu plus basiques, comme par exemple réduire le temps qu'on passe dans son lit. Parce que beaucoup de gens passent énormément de temps dans leur lit. Alors qu'un lit, c'est fait pour dormir, des galipettes éventuellement, mais pas, voilà, on reste pas, on ne travaille pas au lit. On ne travaille pas au lit, on ne regarde pas la télévision au lit, on ne téléphone pas au lit, on ne joue pas à des jeux. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un moyen de réduire un petit peu l'anxiété aussi liée à l'insomnie. Et ça fait partie des techniques qu'on utilise pour essayer d'améliorer le sommeil des gens et les aider à réduire leur somnifère. Docteur Prévost ? Et puis parfois la prise de somnifères est tellement ancrée dans le vécu des patients que c'est devenu un des rituels de leur sommeil, dont on parlait tout à l'heure. Et donc psychologiquement, s'ils n'en prennent pas, ils pensent qu'ils ne vont pas dormir et donc ils ne dorment pas. Voilà, exactement. Exactement.
On va vous passer la parole maintenant, on va allumer la salle et puis vous allez voir des hôtesses avec des petits numéros, vous allez pouvoir poser des questions. Je vous demande juste une chose, pas de consultation s'il vous plaît, bien évidemment, parce que sinon j'ai ça régulièrement, donc je sais gérer maintenant, mais quand il y a quelqu'un qui met un quart d'heure à lire son dossier médical, c'est un petit peu long. Donc on répondra à vos questions. Juste, on dit souvent que quand on va voir son médecin pour des troubles du sommeil, il n'est pas mauvais de faire un petit carnet sur le mois précédent pour noter combien de temps on a vraiment eu l'impression de dormir, ou on a vraiment dormi, chaque jour, un calendrier, et puis voir si quand on a mal dormi une nuit, essayer de se souvenir de ce qu'on a pu faire dans la journée qui précédait comme erreur, et venir avec tout ça voir son médecin. Valable ou pas? Est-ce qu'il y a des carnets qui s'achètent ou qu'on peut commander quelque part pour avoir exactement les questions? Oui, c'est ce qu'on appelle les agendas de sommeil. Ouais, c'est vraiment un de nos outils favoris pour les consultations d'insomnie. Donc ça existe, on peut trouver ça sur Internet. Ça, je ne crois pas que ça s'achète, mais on doit en trouver des modèles sur Internet qu'on peut imprimer. Sur le réseau Morphée ou sur le site de la Société française de sommeil. En tout cas, c'est extrêmement utile et ça permet de visualiser et de mieux, même pour la personne elle-même, d'objectiver son propre sommeil qui finalement est souvent assez mal perçu. Donc trouvez ça, leur réseau Morphée sur Internet, M-O-R-P-H-I-E. Morphée, qui n'était pas une fille. Vous saviez ça? Tu savais, toi, Françoise? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est pas une fille, c'est vrai. Morphée est un garçon. Quand on dit je vais me mettre dans les bras de Morphée, un peu. J'ai souvent dit ça, et jusqu'au jour où on m'a dit, t'es sûr? Et en tout cas, surtout ne pas dramatiser après une nuit ou deux avec un mauvais sommeil. Après, c'est un cercle vicieux. Après, si on entre dans le cercle vicieux, ah là là, j'ai pas dormi. Pourvu que je dorme. Ah là là, pourvu que je dorme. Ah, ça y est, ça recommence. Il faut que je dorme parce que demain, j'ai la conférence avec le docteur Simès et je vais encore dire des conneries, donc il faut absolument que je dorme. Et vous avez bien dormi hier? Bah oui. Ouais. Ça va, vous tenez bien là, hein? Il est 9h30. Vous êtes couché d'habitude ou pas? Ah, 9h30, ouais, je commence à me coucher, donc si on pouvait aller vite, là, on va se dépêcher. Là, merci. Si on peut trouver un transat pour qu'il puisse rester avec nous. Allez, on va répondre à vos questions. Vous levez la main. Bon, il faut toujours qu'il y en ait un qui se décide, hein. Ça, c'est toujours un peu compliqué, le premier. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de questions. Voilà le 2. Alors, en général, c'est toujours au bout. On va se passer 15 fois le micro. Alors, ce que vous faites, mesdemoiselles, pour éviter ça, par exemple, parce que c'est juste celui qui était tout au fond. Quand vous avez quelqu'un qui a une question, vous lui donnez le micro, et puis comme ça ira un petit peu plus vite. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, tout à l'heure vous parlez des micro-siestes, et j'avais lu quelque part que Dali, par exemple, faisait des micro-siestes. Avec une cuillère à la main. Voilà, exactement. Ouais. En fait, il s'endormait, il tenait la cuillère du bout des doigts, et lorsqu'elle tombait, ça le réveillait immédiatement. Est-ce que ce genre de sieste fonctionne, s'il vous plaît? C'est rapide, hein. En fait, c'est un relâchement du tonus musculaire. Ouais. On connaît la version avec les clés, ouais. C'est la même chose. En tout cas, il s'arrangeait pour laisser tomber quelque chose qui le réveille. Après, ça paraît pas un peu court? Combien de temps il faut? On va poser des cols là. Voilà. Je m'assois, je prends une cuillère, je ferme les yeux. Combien de temps il faut entre le moment où je m'endors et le moment où le relâchement du tonus musculaire va me faire lâcher la clé? Une réponse de Normand, ça va être quelques minutes. Ouais. Réponse. Ouais, c'est impossible à dire. Qui va répondre le premier? Attention, pour être candidat pour la semaine suivante. Quelques minutes. Combien? Quelques minutes. Il faut quelques minutes? Quelques minutes. Bah oui. Quelques minutes avant de s'endormir ou quelques minutes de sommeil? Alors, avant de s'endormir, qu'est-ce que vous appelez avant de s'endormir? Pour nous, l'endormissement, c'est une succession de sommeil non léger de stade 1. Donc, en général, quand on s'endort, on fait 30 secondes de stade 1, 30 secondes d'éveil, 30 secondes de stade 1. Pour nous, c'est le début de l'endormissement. Mais pendant ce temps-là, le sujet, il entend tout, il n'a pas l'impression de dormir. Mais est-ce qu'il récupère? Et alors, il ne va pas récupérer forcément.
mais c'est du sommeil vraiment très léger, très peu récupérateur. Mais le temps que le sommeil s'approfondisse, il faut quelques minutes et c'est en stade 2 qu'on va lâcher l'objet. Donc je dirais quelques minutes, mais être plus précis, moi personnellement, je ne sais pas répondre. Vous n'avez pas répondu, hein? Non, j'ai dit que je ne savais pas répondre. Je suis sûr que vous n'êtes pas satisfait, monsieur, par la réponse. Moyen, hein? Moi aussi. Là, il est plus opérationnel. Là. Mais cela dit, ça vaut le coup d'essayer. Je vais essayer, moi. Avec un verre en cristal. On n'arrive pas à s'endormir du tout de peur de le laisser tomber. Mais c'est vrai, alors on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est la réalité. Une question encore quelque part, là-bas, la 3. Voilà, vous levez bien le... Bonsoir. Bonsoir. Donc je confirme ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur les hommes. Les galipettes, c'est un excitant pour les femmes. Que quoi, les galipettes sont bien un excitant pour les femmes. Voilà, vous êtes venue seule, madame? Oui. Je suis venue seule, oui. Vous êtes venue seule? Oui. Très bien. C'était juste une question comme Mais ça. je peux repartir accompagnée si vous voulez. Écoutez, je vous avoue que d'habitude, quand on va en province, on dort sur place parce qu'on peut rentrer à Paris. Mais là, malheureusement, Caen est un peu près de Paris. J'ai du boulot demain et je vais rentrer ce soir. Alors, si ça vous dit vraiment de faire 2 heures de bagnole après la conférence, on peut s'arranger. Vous aviez une question ou c'était juste pour me faire passer le message? J'avais une question quand même. Voilà, j'ai recours aux médicaments pour dormir, forcément. Et la notice de mon médicament indique hypnotique. Et je voulais savoir si c'était la même chose que les somnifères. C'est la même chose. Les hypnotiques sont des somnifères. D'accord. Parce que vous pensiez, vous preniez quoi? Non, mais je pensais que c'était marqué somnifère, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a plein de... C'est pas simple. Il n'y a pas somnifère. Enfin, ça fait partie de classes de médicaments qui sont assez complexes. Alors, il y a des... somnifères, c'est des termes vagues. Populaires. Des termes vagues. Il y a des classes de médicaments. Certains sont plus avisés pour calmer l'anxiété. D'autres sont plus avisés de provoquer le sommeil. Moi, ce qui m'interpelle dans votre propos, c'est que vous dites « je prends des médicaments forcément pour dormir ». Bah non. Enfin si, parce que justement, non, pas forcément. Oui, voilà, parce que ça veut dire que vous êtes ancré dans la certitude que sans médicaments, vous ne pourrez pas dormir. Et il y a d'autres techniques que les techniques médicamenteuses pour se sortir de là, mais il faudra venir nous voir, madame. Bah oui, avec plaisir. Parce que j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé déjà beaucoup de choses, et malheureusement, je suis revenue aux médicaments. Vous voulez qu'elle vienne vous voir? Oui. Décidément. Ouais. Mais attendez, c'est à moi qu'elle s'est adressée soir, tout à l'heure. Pas ce soir. Pas ce soir, parce que non plus, il ne sera pas opérationnel. Là. Si vous le voyez, il faut le voir vers 19h30. Ouais. Après, Et vous, jusqu'à quelle heure Moi, chère madame, quand je suis motivé, il n'y a pas d'heure. Et vous êtes motivante, je vous le dis. Bien, non, sans blague, redonnez-lui le micro parce que je voudrais parler encore avec elle un petit peu. Ça fait combien d'années que vous prenez des hypnotiques? À peu près 15 ans. Tous les soirs? Non, alors oui, j'ai pris longtemps. Après, j'ai essayé de me sevrer, comme disait le médecin tout à l'heure. Effectivement, j'ai souhaité arrêter de prendre des médicaments. J'ai tenu 9 mois, difficilement. Et puis là, je viens d'avoir recours récemment parce que c'était plus possible. Et vous avez envie d'arrêter? Ah oui, bien sûr. Et vous avez essayé de consulter les spécialistes? Bah oui, j'ai consulté. Alors, des spécialistes, j'ai essayé l'hypnose en l'occurrence, mais je n'arrive pas à faire de l'auto-hypnose. Donc, j'arrive pas à faire ce que l'on fait sur moi quand j'ai la personne en face, directement sur moi. Il faudrait que vous alliez voir votre hypnotiseur tous les soirs pour vous endormir et vous sevrer. Bon, en tout cas, vous faites partie des cas typiques de personnes qui doivent vraiment consulter dans un centre du sommeil pour essayer de vous en sortir et de lâcher ce qui est devenu un poison. Parce que 15 ans de somnifères, c'est quand même... on ne va pas parler de toxicomanie, mais c'est de l'addiction. Oui, non, puis j'ai arrêté parce que j'avais des troubles de mémoire, justement. D'accord.
Mais vous avez dit tout à l'heure, à contrario, que ne pas dormir, ça crée aussi des troubles de mémoire. Donc je prends des médicaments pour dormir et qui me provoquent aussi des troubles de mémoire. Donc là, Bon, le oui, principal, tout à fait. Vous entrez dans le cercle vicieux là. Bon, j'ose le dire. Arrêtez quand même les galipettes le soir puisque ça vous éveille, madame. Bon, je retire. Mais elle n'a pas dit qu'elle en faisait. En tout cas, vous vous souvenez de mon prénom? Oui. Ouais, Votre nom aussi, donc c'est bon. Voilà. Autre question? Oui, où? Là, ici derrière vous, mademoiselle. Là, la une. Bon, la une. Alors, allez-y. Alors, c'est la 2. C'est la 2 qu'il faut ouvrir comme micro. Non, parce que si je donne un faux numéro, ça ouvre pas. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Lydie, voilà. Comment? Je m'appelle Lydie. C'est bien. J'ai rencontré déjà la dame du milieu. Je sais pas. La dame du milieu? J'ai perdu son nom. Désolée. Moi aussi. En 93, j'ai été opérée d'un adénome hypophysaire, donc je n'ai plus du tout d'hypophyse. Donc je prends toutes mes hormones par médicament. Alors, juste un mot sur l'hypophyse. En gros, voilà, c'est le chef d'orchestre de toutes les autres glandes. D'accord, vous n'avez qu'à le dire à ma place. Alors, Voilà. c'est pas de souci. Je prends aussi du norditropine, je suis au taux plein. Je dors très mal. Je suis venue vous voir. Et c'est pire. Je me suis sevrée au niveau des médicaments pour dormir et autres. J'ai arrêté tout. J'ai pris vos gélules de mélatonine, mais ça fait des années. Et je dors très mal. Je suis fatiguée. Maintenant, je bois, je fume. Vous êtes un médecin efficace. Hein. Ouais. Ça, c'est toujours terrible. C'est toujours terrible. Non, mais parce que quand il y a des médecins sur la scène et puis qu'il y a un de leurs patients qui est là en train de dire vous ne m'avez servi à rien, vous imaginez dans quel état ils sont devant 800 personnes. Non, mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Je suis désolée. Je voulais simplement, est-ce que le fait de ne plus du tout avoir d'hypophyse, est-ce que ça pouvait gêner dans le sommeil? Parce que forcément, comme je me suis déplacée, je me suis sevrée, j'essaye d'avoir, je pense avoir fait le maximum. Simplement, aujourd'hui, je suis fatiguée. En 8 nuits, je dois dormir à peu près 3 nuits correctes sur voilà. Alors, les relations entre l'hypophyse... Je suis désolée, c'est vrai que vous avez dit pas de consultation ce soir. C'est pas grave, on va élargir. C'est pas grave, on va élargir parce qu'on a vu tout à l'heure le rôle de l'hypothalamus. Il y a d'autres personnes qui ont sûrement des problèmes d'hypophyse et autres. Ouais, enfin, c'est pas ultra fréquent non plus. Mais il y a l'hypothalamus qui est donc au-dessus de l'hypophyse, qui va donner des ordres à l'hypophyse, qui effectivement est le chef d'orchestre des hormones. Alors, hypophyse et sommeil? C'est difficile. Hein. En fait, l'hypophyse, effectivement, c'est à l'origine de ces créations de toutes sortes et forcément que ça a eu un impact sur la qualité de sommeil. Ceci dit, c'est pas l'hypophyse qui est le chef d'orchestre de la régulation du sommeil, c'est l'hypothalamus qui est au-dessus et qui, lui, va réguler, mettre en place tous les systèmes de mise en route du sommeil, de maintien de sommeil. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Donc je pense qu'effectivement, il y a forcément, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les troubles du sommeil et une absence d'hypophyse, mais je crois que ce n'est pas si déterminant que ça. Et il y a peut-être d'autres problèmes autres que ça qui peuvent entrer en ligne de compte. On n'a qu'un centre régional de sommeil. Je veux bien que vous posiez la question aux instances supérieures. C'est peu par rapport, enfin, je veux dire, à toute ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, bon, on va être réunifié, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai pris rendez-vous, j'ai attendu 9 mois, et c'est très long. C'est très long. Oui, mais nous, on est les premiers à s'en plaindre aussi, après nos patients. Et ce serait bien qu'il y ait des centres plus grands, des centres dans d'autres hôpitaux. On est très demandeurs de ça. Mais voilà, il y a des problèmes dans toutes les régions de France, madame. Chaque fois qu'on fait le thème du sommeil, on a les mêmes problèmes. Ça dépend. Il y a certaines régions, certains départements où c'est plus facile. Donc vous avez des mois d'attente quand même pour avoir un centre du sommeil. Mais, je vous assure, même à Bordeaux, où on a l'un des grands experts du sommeil, qui a un grand centre du sommeil, les délais sont toujours... Vous n'avez pas un rendez-vous la semaine d'après. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas assez de centres du sommeil en France. Il y a des questions en haut au balcon, pour pas que je vous oublie? Oui. Bonsoir, la 4. Vous m'entendez? Très bien. Bonsoir. Je voulais revenir sur le bâillement. Du coup, vous n'en avez pas parlé. C'est vrai. Est-ce que le bâillement est un appel au sommeil ou je
je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Enfin, quand on baille, il y a d'autres personnes qui baillent. Un bon bailleur en fait bailler 7. Oui. C'est une expression, c'est vrai. Le bâillement, c'est un signe soit d'ennui, soit de sommeil, soit d'envie de dormir. D'accord. On a perdu Jean-Noël. Il y a une autre question ou pas? Non, mais le bâillement, on sait que c'est un taux de je sais plus quoi d'ailleurs dans le cerveau qui fait bailler, non? Qui baisse? C'est un taux de je sais plus quoi, oui, ça doit être ça. Oui. Oh, bah, c'est vous la spécialiste, hein, c'est pas de me regarder comme ça. Hein. On n'est pas spécialiste du Non, bâillement. c'est vrai que oui, le bâillement, c'est pas quelque comment. chose qui fait partie des. Déjà des plaintes patients, donc nous on les connaît pas. C'est pas une. Non, mais c'est physiologiquement, un sujet d'étude. moi j'avais entendu, je sais plus, c'est une baisse d'un des gaz dans le sang qui fait bailler et donne une respiration ample pour augmenter l'oxygénation, non? Donc ça serait pas lié au sommeil forcément. Non, ouais, mais, voilà. Donc, non, mais ça peut peut-être que ces modifications des gaz du sang font qu'on a une impression d'envie de dormir. Donc, mais si vous êtes intéressé par le bâillement, il y a un site internet qui est extraordinaire, qui s'appelle bâillement.com ou bâillement.fr où vous trouverez toutes les infos. Le type il y a un site uniquement consacré à ça. Je suis sûr, hein, j'ai vu. Le type, toutes les études qui paraissent dans le monde, dans les revues scientifiques, c'est sur bâillement.com ou un truc comme ça. Vous tapez bâillement, vous allez avoir, vous allez vous régaler. Et d'ailleurs, vous savez que c'est de là que vient l'expression les larmes de crocodile. Parce que quand le crocodile bâille, il ouvre tellement grand la gueule qu'il écrase des glandes lacrymales. Et c'est ça qui le fait pleurer. C'est ça les larmes de crocodile. Je suis d'une culture, moi. Je m'étonne. Non, laissez. C'est normal, je suis là pour ça. 2. Bonsoir. Là, je te pose une question parce qu'il m'est arrivé une nuit une situation qui pour moi était hyper angoissante. J'étais allongée, je voulais me bouger, me retourner, et je ne pouvais pas soulever mes bras et tout, c'était comme du béton. Et alors là, honnêtement, c'est atroce. Vous étiez paralysé, quoi? Je ne pouvais plus bouger. Combien de temps? Et j'étais consciente. J'ai l'impression, moi ça m'a paru long, mais ça m'a paru très long parce que je dormais. Les deux bras ou un seul? Les deux, je ne pouvais plus bouger. Parce qu'il arrive fréquemment qu'on dorme sur un bras, qu'on se réveille avec le bras, on se dit où il est. C'est parce qu'on a dormi ou on a écrasé un nerf ou une artère ou un nerf et qui fait qu'il n'a pas été vascularisé et qu'il faut un peu de temps pour que ça revienne. C'était pas ça. C'était les deux bras, impossible de me retourner, impossible de bouger. Mais pas du tout. Et alors, c'était tellement angoissant qu'après je voulais plus dormir. Je voulais plus dormir après. Tellement j'avais peur que ça recommence. Mais c'est revenu? J'avais une fois seulement. Non, mais les bras, ils sont revenus là. Vous avez fait. Si c'est normal. Enfin, ça arrive ou pas? Vous avez fait une paralysie de sommeil ou paralysie de réveil. On peut utiliser les deux termes. C'est un phénomène qui existe, qui en fait correspond à la persistance, alors qu'on est en train de se réveiller, de l'absence de tonus musculaire qui survient normalement quand on fait du sommeil paradoxal. On a vu tout à l'heure au début, là sur la vidéo, quand on est en sommeil paradoxal, on n'a plus de tonus musculaire, ce qui nous permet d'éviter de courir quand on rêve, etc. Donc on est en fait paralysé lorsqu'on est en sommeil de rêve, sommeil paradoxal, et il arrive qu'il y ait un petit dysfonctionnement qui fait qu'on se réveille du sommeil paradoxal et qu'on reste paralysé alors que notre cerveau est éveillé. Elle ne s'est pas réveillée au moment où elle aurait dû se réveiller. En Ouais, gros, il y a une désynchronisation entre son cerveau qui était encore en sommeil paradoxal et son corps qui était déjà prêt à bouger. Une partie de son cerveau. Son cerveau qui était déjà prêt à se réveiller, qui se réveillait, et son corps qui était encore en fait dans l'état du sommeil paradoxal. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, qui est très anxiogène parce que quand on se réveille, on se demande ce qui se passe. En général, ça ne dure pas très longtemps. C'est plus souvent après un sommeil de jour, quand on fait une sieste par exemple. Ça peut se voir dans certaines maladies comme la narcolepsie, mais ça peut aussi se voir indépendamment. Si c'est une façon isolée, ça n'a pas de valeur pathologique obligatoire. C'est pas forcément une tumeur dans le cerveau. Pas forcément. Non, je crois qu'il faut pas inquiéter les gens. Une main s'est levée ici. Là-bas. Il y a d'autres? En haut. Le 4. Et après le 3. Bonsoir. Donc, on a évoqué le problème du somnambulisme, mais on n'a pas parlé des terreurs nocturnes. Qui touche surtout les enfants? Non. D'accord.
J'avais pas fini ma phrase. Qui touche surtout les enfants, mais qui peut aussi toucher donc les adultes. C'est quand même plutôt les enfants. Hein, oui, mais... si ça persiste à l'âge adulte, est-ce que c'est vraiment une terreur nocturne? Moi, je parle pour mon fils. Ouais. Peut-être que c'est des terreurs nocturnes qui se sont transformées en autre chose. Est-ce que ce sont des terreurs nocturnes, des cauchemars Ça a commencé vers l'âge de 18 ans. Et 18 ans? Et il a 30 ans et c'est toujours pas fini. Je pense qu'il faut consulter pour voir si c'est réellement ça. Il est allé au centre du sommeil. Ouais. On l'a mis sous médicaments. Au CHU de Caen? Oui. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Il a fait une nuit là-bas, il ne s'est rien passé. Comment? Je n'ai pas entendu. Il a fait une nuit là-bas, il ne s'est rien passé, ce qui est toujours le cas quand on enregistre ces patients-là. Mais je ne pense pas qu'on ait... Et on l'a mis sous médicaments, je ne sais plus. Sous quoi? Il a eu 2 traitements, mais ça n'a pas fait d'effet. Ouais, alors je pense que ça m'étonnerait qu'on lui ait dit qu'il avait fait des terreurs... Ou alors il a mal compris, parce que les terreurs nocturnes chez l'adulte, ma connaissance, ça n'existe pas. Ah bon? Je peux vous assurer que si. Par contre, le somnambulisme, les cauchemars, oui, ça existe. Nocturne, c'est-à-dire on est obligé de tout clôturer dans sa chambre. Donc c'est du somnambulisme. Il est conscient Oui. C'est du somnambulisme, c'est pas du terreur nocturne, je pense. S'il bouge, s'il est obligé de... C'est des cris, Oui, mais ça peut aussi arriver. Oui. Ça peut aussi... il crie, mais il dort pendant qu'il crie? Il est debout et... Oui, il est debout, mais est-ce qu'il crie? Et est-ce qu'il dort? Oui. Il dort, donc c'est effectivement... Alors, donc on est plus dans le somnambulisme que... Enfin, en tout cas, il faudrait qu'il reconsulte. Voilà. Parce que... non, mais on imagine que ça doit être très angoissant et pour vous et pour lui. Je peux dire que c'est très angoissant. Oui, mais je m'en doute. Mais là, il faudrait peut-être reconsulter un des spécialistes ici. Vous prenez les garçons aussi ou pas en consultation? Ah, moi, je prends tout, moi. Ouais, d'accord. Tenez le coup encore 10 minutes, c'est bientôt fini. Sauf les enfants. La 3. Bonsoir. Je voulais savoir si on pouvait parler de troubles du sommeil chez les enfants de moins de 3 ans. 3 mois? 3 ans. 3 ans. Il faut que j'aille faire un audiogramme, moi. Pourquoi on ne pourrait pas parler de troubles du sommeil chez les enfants de moins de 3 ans? Bien sûr, oui, ça existe, bien sûr. Alors, il y a plusieurs types de troubles. Hein. Les troubles sont souvent des troubles plutôt liés à l'absence de limites, des difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes. Puis, il y a des choses plus... Il peut y avoir des terreurs nocturnes, effectivement, aussi. Il peut y avoir des apnées de sommeil. Enfin, il y a plein de choses possibles chez les enfants. Oui. Et alors, qui on consulte? Parce que je pense que la question d'Adam, c'était nous demander d'en parler. Mais qui on consulte? On ne va pas dans un centre du sommeil avec un gamin. Il faut aller voir un pédiatre. Et il y a des pédiatres spécialisés dans les troubles du sommeil de l'enfant où tous les pédiatres gèrent ce qui est, somme toute, un problème assez classique, des terreurs nocturnes, des cauchemars, des angoisses. Les pédiatres peuvent gérer ces problèmes-là, mais à Caen, on a la chance d'avoir aussi une neuropédiatre qui s'occupe des troubles du sommeil de l'enfant. Donc on est un petit centre, on a 9 mois d'attente, mais on a aussi une neuropédiatre, donc voilà. Donc il faut aller consulter là-bas, ils vont avoir du monde après cette soirée. La 1. Bonsoir. Je voulais poser une question concernant le sommeil et la consommation de cannabis. Alors, chez certaines personnes vont être dépendantes au cannabis avant d'aller se coucher pour pouvoir dormir. Comment après, s'il y a arrêt, donc l'endormissement est plus difficile, mais on dit aussi que quand on ne consomme plus de cannabis, le sommeil est de meilleure qualité. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Cannabis et sommeil. Yes. Cannabis et sommeil, même chose que alcool et sommeil, c'est des faux amis, c'est un peu le même mécanisme. Ça va favoriser le sommeil effectivement par le biais de la détente, simplement, comme vous le dites bien. Mais ensuite, il y a un sommeil plus fragmenté, de plus mauvaise qualité. Et donc le cannabis, c'est pas bon pour la santé en général et pour le sommeil en particulier. Et ça veut dire que quand on doit se sevrer du cannabis, manifestement, c'est quelqu'un qui
a besoin de ça pour s'endormir. Le sevrage doit se faire comment ? Sevrage progressivement et puis en s'aidant de techniques comportementales, de sophrologie, de relaxation. Et là aussi, on peut consulter un centre ? Oui, bien sûr. Ou de thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça, les médecins qui s'occupent d'addictologie connaissent bien ça. La 4. Je vais souvent au balcon parce que les pauvres, ils sont loin. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai entendu plusieurs fois que le sommeil avant minuit comptait beaucoup plus que le sommeil après minuit, même si on rattrapait sur le matin. Vous avez connu votre grand-mère, vous, parce que c'est nos grands-mères qui disaient ça. C'est un dicton, c'est oui, pas alors vrai. oui, alors c'est vrai, les heures passées avant minuit comptent double, c'est ce qu'on disait auparavant. Pourquoi ? Parce que autrefois, enfin il y a un siècle, mettons, on se couchait beaucoup plus tôt. Là, il y a longtemps qu'on était endormi, et puis on avait des métiers beaucoup plus physiques. 90% de la population était rurale et travaillait dans les champs. Donc on avait besoin de sommeil profond, récupérateur, pour récupérer de la fatigue physique essentiellement. Comme on se couchait tôt parce qu'on s'éclairait à la bougie, qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télévision, etc., à 8 heures on était couché comme les poules, et donc on faisait l'essentiel du sommeil avant minuit, de ce sommeil profond récupérateur, et l'expression elle vient de là. D'accord, merci. La 2. Bonsoir. Vous avez parlé de la chambre idéale où il doit y avoir une obscurité totale. Moi, j'ai une petite question. Pensez-vous que les veilleuses dans les chambres d'enfants influenceraient la qualité de leur sommeil ? Les veilleuses, alors ça rassure les enfants, les veilleuses en même temps. Hein, et on dit que les enfants qui ont peur du noir, il ne faut surtout pas les forcer à être dans le noir. Il y a eu des études de fait sur l'importance des veilleuses et la qualité du sommeil. Est-ce que les enfants ne vont pas avoir besoin de veilleuses toute leur vie ? Je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites. En fait, ce qu'on constate après de notre expérience personnelle, c'est que les enfants qui ont besoin de veilleuses, c'est souvent des enfants qui ont peur du noir, donc qui vont avoir une angoisse, qui vont rentrer dans un cercle vicieux de j'ai peur du noir, donc il ne faut pas que je m'endorme, il faut que j'attende que maman elle soit à côté, etc. Et qui ne vont pas s'endormir. Donc le fait de leur donner la veilleuse, ça leur permet de dormir correctement. S'ils se réveillent dans la nuit, de ne pas hurler et de pouvoir se rendormir très facilement. Donc moi, comme ça, je ne vois pas d'altération du sommeil évidente, quoi. Ça leur donne une autonomie aussi par rapport à leur sommeil, donc c'est bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, ça n'a jamais été délétère pour les enfants d'avoir une petite veilleuse. Il ne faut pas les priver de cette chose qui est si rassurante pour eux. Vous n'êtes pas obligé de mettre un projecteur non plus, mais une petite veilleuse sur la prise électrique. Alors, on va encore prendre 3 questions. Oui, je vous ai vu là-haut, mais je ne peux pas faire que du balcon non plus, vous voyez ? La 1. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir ce que vous pensez. On parle beaucoup de luminothérapie, les fameuses lampes pour réguler la mélatonine, qui est utilisée principalement, on va dire, au-dessus d'une frontière un peu plus au nord, quand la luminosité est un peu moins importante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est une très bonne question parce qu'on en parle de plus en plus, on en vend de plus en plus, y compris dans les magasins d'électroménager et tout, qu'il y a plusieurs puissances de lampes et qu'on dit que c'est vraiment bien dans les périodes, l'automne, l'hiver, où on n'a pas assez de lumière. Oui, c'est vrai. C'est très utilisé dans les syndromes dépressifs, dans les dépressions saisonnières dans les pays nordiques, mais ça marche aussi pour le sommeil. Donc en fait, le principe, c'est d'exposer son horloge biologique de manière artificielle avec une lumière très intense, une lumière blanche. Il faut au moins 2500 lux pour que ça soit efficace. Et en l'utilisant comme par exemple le matin au réveil, on va faciliter l'endormissement du soir. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on recommande. Le souci, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale et que ça a un coût, mais c'est réellement efficace quand on l'utilise bien et quand on utilise des vraies lampes aux normes. Et voilà, c'est tout à fait encourageable. On n'a pas parlé. Excusez-moi, la contrainte de la lampe de luminothérapie, c'est que pour que ça marche bien, il faut l'utiliser 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure le matin, selon la distance que vous avez à l'écran. Alors en général, le petit déjeuner, on le prend un peu à l'arrache, un peu rapidement, et puis il faut le faire le plus rapidement possible dans la matinée, il ne faut pas attendre 10 heures du matin pour le faire. Donc il y a des contraintes logistiques.
Donc si vous avez un travail de bureau, vous arrivez à votre bureau à 8 heures et que vous êtes sur votre écran d'ordinateur, vous pouvez très bien mettre la lampe à côté de vous si ça ne vous gêne pas, surtout si vous ne recevez pas de public ou si vous n'en avez rien à faire, mais ce n'est pas forcément très pratique non plus. Mais il y a de plus en plus sophistiqués avec des petites lunettes. Des lunettes portables, oui. Ouais. On voit la dame qui peut même presser les oranges en faisant sa luminothérapie, donc ça devient plus facilement utilisable. En tout cas, c'est pas gadget. C'est vraiment quelque chose de sérieux. 2 questions encore. Allez, on va prendre la 2. Non, bon, on vient de venir chez vous. Oui. Alors, bon, une petite question. Habituellement, normalement, il y a quelques années, je me réveillais plutôt vers 7-8 heures. Maintenant, c'est 6, 5, voire 4. Bon, alors, c'est dû à l'âge, d'accord. Est-ce que vous vous couchez plus tôt ou pas? Non, les heures sont les mêmes, 11 heures du soir à peu près. Bon, on prend un petit déjeuner, etc., mais on ne s'endort pas toujours. Est-ce que vous êtes fatigué plus aujourd'hui que quand vous vous réveillez à 8 heures? Oui, 4 heures du matin, c'est un peu tôt. Un petit peu long. Puis il n'y a pas grand-chose à foutre. Vous faites la sieste? Vous faites la sieste l'après-midi? Non. Non, parce que sinon, je suis parti pour 2 heures. Voilà, il faut même mettre le réveil. Quoi. Ah ben non. Bon, tant pis pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Oui. Alors, attendez, le mieux, la nuit de l'éclipse de lune, là, dimanche à lundi, j'ai mis mon réveil à 4 heures du matin et il était 4h02 quand je l'ai éteint. Donc il a fallu me sortir du sommeil. Voilà. Alors ça fait partie de quoi? De ce sommeil un petit peu plus léger dont on parlait tout à l'heure, Monsieur Prévost? Oui, sans doute. Enfin, peut-être. C'est difficile de répondre comme ça en 5 minutes, mais ça vaudrait peut-être le coup, ou déjà de remplir un agenda de sommeil pour voir véritablement ce qui se passe. Peut-être que si vous laissiez aller à faire une sieste en début d'après-midi, ce serait pas mal non plus. Pas trop long. En la minute temps, quoi. Voilà. Et la 3, ça va être la dernière question. Et c'est cette dame qui était chez Ouest France tout à l'heure et qui m'a demandé, qui supporte pas le masque. Oui, j'ai eu les 2 masques, donc je ne supporte pas la nuit. J'étais réveillée toutes les 2 heures quand même, et puis bon... Vous aviez les 2 masques en même temps? J'ai eu le premier pendant 1 mois, puis après on est venu me rapporter les 2, le nez, la bouche, donc pour essayer, mais je n'ai pas réussi non plus. Et là actuellement, bon, je suis sur l'expectative, c'est de savoir qu'est-ce que je vais avoir après. Ben là, vous faites partie. Alors bon, on en a parlé tout à l'heure. Avec la dame, je lui ai dit qu'elle fait partie de ceux qui devraient perdre un peu de poids d'abord. Alors vous faites partie des 20%. Non, je dis parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous faites partie. J'en ai consciente. Ah ben j'en suis tout à fait conscient. Bon. Non, ça, nous aussi. Donc vous faites partie des. Vous faites partie des 20% de patients qui supportent mal la pression positive. Alors il n'y a peut-être pas seulement un problème de masque, il y a peut-être aussi un problème de réglage de pression. Parfois, bon, les machines, elles réagissent différemment en fonction de leur type. Hein. Il y a des différents fabricants et les machines ne réagissent pas forcément de la même façon quand il y a un événement respiratoire qui apparaît. Donc parfois, on arrive à régler le problème en modifiant simplement les réglages de la pression de la machine, parfois en modifiant la machine. Alors, je vous livre un scoop. Il y a un fabricant de machines qui va sortir... ça va être présenté au Congrès de Sommeil à Nantes là, dans 2 mois, la sortie officielle de cette machine. C'est une machine de pression positive spécifiquement adaptée aux femmes. On a eu la chance de les tester à Caen. On est un des rares centres du sommeil à l'avoir testé en France. Et c'est vrai que ça semble apporter un plus à la morphologie féminine. Parce qu'on ne l'a pas parlé, mais le syndrome d'apnée chez l'homme est probablement différent que chez la femme. Jusqu'à présent, on a surtout exploré le syndrome d'apnée chez l'homme, parce que c'est vrai que c'était historiquement une maladie plutôt masculine, mais il y a des petites subtilités chez la femme, et vous faites peut-être partie de ces choses-là. Donc, en dehors de la perte de poids, en dehors du changement de pression, il y a sûrement des choses à faire. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'être venus pour cette conférence. Je voudrais remercier bien sûr Harmonie Mutuelle qui nous accompagne, remercier Ouest France et France Bleu, vous remercier vous d'être venus. Madame, rendez-vous à 23h sur le parking. Et retenez une chose, c'est que le meilleur traitement contre l'insomnie, c'est de bien dormir. Voilà, passez une très bonne nuit. Merci.